là ce soir pour la conférence grand public dans le cadre du West Data Festival qui est organisé par Laval Mayenne Technopole, qui a donc lieu aujourd'hui et demain, toute la journée. Alors cette année, la thématique se porte sur agriculture connectée. Et c'est vrai qu'à l'ère numérique, vivre et consommer de manière durable, c'est un défi qui est à la fois partagé par les producteurs et les consommateurs. Le numérique, il nous apporte des promesses assez intéressantes d'une agriculture plus vertueuse, plus durable, d'une alimentation également plus durable. Et cette agriculture connectée nous permet également de faire un lien plus transparent sur toute cette chaîne de production et de consommation, donc entre producteurs et consommateurs. Et comme vous allez pouvoir le découvrir dans cette conférence et avec nos échanges, on remarque quand même que ces outils, quels qu'ils soient, vont avoir un impact sur ce métier d'agriculteur, vont poser de nouvelles questions, vont développer peut-être de nouvelles problématiques. Et c'est ce qu'on vous invitera à découvrir dans une seconde partie. Pour répondre à ces questions, nous avons deux invités, Bertie Tarot et Étienne Fourmont. Merci d'être venus ce soir. Donc Bertie Tarot, vous êtes sociologue, enseignante-chercheuse à l'École supérieure d'agriculture de Angers. Vous êtes à la tête de la chaire Mutation agricole. Et vous dirigez une équipe qui aujourd'hui travaille entre sociologues et économistes sur toutes ces mutations du métier d'agriculteur, qui pose donc de nombreuses questions comme quelles sont les nouvelles technologies utilisées, quels sont leurs effets sur la productivité, ou bien encore comment elles modifient la relation entre agriculteurs et consommateurs. Étienne, vous êtes agriculteur et éleveur dans la Sarthe. Vous êtes à la tête d'une exploitation de 85 vaches laitières et 90 hectares de culture et prairies. 5e génération à reprendre la ferme familiale. Et vous vous êtes lancé le défi de communiquer directement auprès du grand public à travers notamment les réseaux sociaux, donc avec YouTube, 99 000 followers. J'étais assez impressionnée. On n'a pas ça au Zoom. Ou bien encore Twitter, Instagram, TikTok pour les nouvelles générations. C'est assez impressionnant. Vous allez pouvoir nous livrer votre témoignage dans un second temps sur ce métier, ce nouveau pendant de ce métier d'agriculteur, d'agri-youtubeur, d'agriculteur. Voilà. Je vous propose un temps d'échange en toute fin de conférence, après les deux interventions. Bertie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction, puis merci de m'avoir invité à venir essayer d'expliquer et de témoigner de ce qui se passe en agriculture et notamment ce qui se passe autour du numérique en agriculture. Alors pour commencer, je voudrais un peu reprendre la présentation que vous avez faite d'Étienne en disant agriculteur depuis 5 générations sur la ferme. Et c'est vrai que parfois le métier d'agriculteur il est associé à une certaine stabilité, voire une inertie. L'agriculture, c'est les saisons, c'est chaque automne, il y a les semis d'automne, puis les semis de printemps, puis après les enrubanages, l'ensilage, le foin, la récolte. Tous les jours, il y a la traite. Et finalement, on a parfois l'idée que l'agriculture est un métier très ritualisé, très routinier, traditionnel, qui ne change pas beaucoup. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit clairement, c'est que les outils des agriculteurs, ils changent. Le numérique s'est clairement installé dans la profession agricole et certains parlent même de révolution numérique. Alors concrètement, tous les agriculteurs utilisent un ordinateur pour leur travail, les 3/4 des agriculteurs utilisent leur smartphone pour travailler, la plupart ont des applications professionnelles sur leur smartphone ou leur ordinateur, ils utilisent souvent des outils d'aide à la décision, ils utilisent presque pour la moitié d'entre eux des objets connectés sur leur ferme. Donc le numérique, ce n'est pas un épiphénomène, c'est vraiment présent dans la profession agricole. Donc ce soir, effectivement, je vais essayer de vous présenter quels sont ces outils et puis comment ils répondent aux défis auxquels est confronté aujourd'hui le secteur agricole. Alors pour commencer cette présentation, ce que j'avais envie de faire, c'est d'abord quand même de déconstruire cette image de l'agriculture immuable
Parce que l'agriculture, elle a connu des révolutions, et s'il y a une révolution numérique, c'est pas la première. Et chacune de ces grandes transformations de l'agriculture, et je vais démarrer à l'après-Seconde Guerre mondiale, je vous assure, il n'y en a pas eu beaucoup, je vais en citer deux. Chacune de ces grandes transformations de l'agriculture, elle se situe dans un certain contexte économique, social et politique. Elle répond à des défis, à des enjeux qui sont historiquement situés. Alors, de 1945 à 1990, c'est une période qu'on a caractérisée par la modernisation de l'agriculture, qui doit relever le défi de l'autosuffisance alimentaire de la France et de son urbanisation. Donc les agriculteurs doivent produire pour alimenter les habitants des villes et des campagnes. Et ça passe par un certain nombre de transformations techniques. D'abord, il faut augmenter les rendements et ça passe par le développement des intrants dans l'agriculture, donc les engrais et les produits phytopharmaceutiques. Il faut aussi augmenter la productivité du travail pour que les jeunes ruraux puissent aller travailler en ville, dans l'industrie qui se développe également. Et donc ça passe en particulier par la mécanisation et le développement rapide des tracteurs et leur propre évolution. Cette évolution, elle est largement accompagnée par la politique agricole, une politique basée sur des soutiens au prix, donc les prix des produits agricoles sont élevés, ce qui incite évidemment à la production et à la productivité. Et elle va se traduire par une réduction du nombre d'agriculteurs. Donc, c'est un objectif de la politique à cette époque-là, qui passe de 5 millions d'actifs en 1945 à 1 million en 1990, et une augmentation spectaculaire des rendements et de la production. Donc, j'ai mis là quelques exemples. Multiplication par 4 des rendements en production de blé, par 6 en maïs, et les productivités des vaches qui est multipliée par 3 sur cette période-là. Donc, par ces technologies mécaniques et chimiques, on a effectivement des défis qui sont relevés. Alors, la période suivante est caractérisée par le fait que l'agriculture française est devenue excédentaire et qu'on commence à rencontrer de véritables problèmes relatifs à l'environnement et à la dégradation des ressources naturelles. Du coup, les défis que doivent relever la profession, c'est celui, en particulier, de la préservation de ces ressources naturelles. Et c'est principalement à partir de travaux denses, intenses autour de l'agronomie, que les techniques agricoles vont se transformer pendant cette période-là. C'est une période où on voit s'affiner, se développer beaucoup de courants techniques en agriculture. Alors vous connaissez tous l'agriculture biologique qui se développe. Aujourd'hui, c'est 12% des surfaces agricoles. Mais il y a aussi, à cette période-là, l'émergence de l'agriculture durable, l'agriculture raisonnée, l'agriculture écologiquement intensive, l'agroécologie, la biodynamie, etc., etc., etc. Et on voit là un foisonnement de réflexions agronomiques et techniques extrêmement dynamiques qui vont tenter de répondre aux nouveaux enjeux de l'agriculture. Ça se passe dans un contexte où il y a également un changement radical de la politique agricole qui rompt avec une politique de soutien des prix. Et du coup, ça se voit clairement sur la courbe des prix, ici en orange. Les prix des produits agricoles chutent à partir de 1990. Ça se traduit par une évolution sur les volumes de la production agricole française qui, à partir de 1990, deviennent stables. Donc la politique agricole, clairement, accompagne les transformations de cette agriculture. Ça a des effets également sur la baisse des actifs en agriculture, qui, même si elle ralentit, se poursuit sur cette période-là. Et puis, ça a des effets sur l'environnement. Alors, les effets, ils sont certes pas encore satisfaisants. On verra que ces enjeux, ils restent présents aujourd'hui. Mais, par exemple, le ministère de l'écologie publie en 2020 un rapport sur la qualité des eaux qui montre que, globalement, la qualité des eaux souterraines et de surface s'est améliorée en France entre 1996 et 2018. Alors, pas de la même manière sur tous les critères, mais c'est assez net sur la présence de nitrates dans les nappes souterraines, par exemple. Donc, des effets, même si tout est encore perfectible. Alors, aujourd'hui, quels sont les défis ? Le premier, je pense, qui nous vient à l'esprit, c'est celui de la souveraineté alimentaire qui revient au devant de la scène, notamment avec l'absence d'huile de colza dans nos rayons de supermarché. Alors, c'est pas que conjoncturel, cette question-là. En fait, je vous disais que l'agriculture était devenue excédentaire en 90. Malgré tout, la balance commerciale de l'agriculture se dégrade depuis. Elle reste excédentaire aujourd'hui, mais elle est excédentaire grâce au fait que nos viticulteurs vendent très bien leurs vins et spiritueux à l'étranger.
Si on regarde l'équilibre entre les importations et les exportations de produits agricoles en enlevant les vins spiritueux, en fait la France est déficitaire. Autrement dit, et pour donner un peu un ordre de grandeur, aujourd'hui les agriculteurs français produisent 90% de ce que nous mangeons. Donc la question de la souveraineté alimentaire est un sujet. Deuxième enjeu qui reste évidemment prégnant, celui de l'épuisement des ressources naturelles, celui des écosystèmes et des dérèglements climatiques sur lesquels l'agriculture a des choses à faire. Autre enjeu qui est peut-être moins évident quand on n'est pas du milieu professionnel, c'est que les agriculteurs ils sont peu nombreux, on l'a vu, mais ils sont aussi assez âgés. L'âge moyen des agriculteurs en France c'est 52 ans. Autrement dit, la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite d'ici 10 ans, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est moins sûr, c'est si on arrivera à attirer de nouveaux agriculteurs dans la profession. Et il y a une crainte assez légitime de la profession agricole sur sa capacité à trouver des nouveaux actifs, exploitants ou salariés d'ailleurs, pour travailler sur les exploitations agricoles. Donc, comment va-t-on devoir produire avec moins de ressources humaines? C'est une vraie question pour la profession. Et puis, dernier enjeu que je voulais souligner, une attente, en tout cas une tendance de consommation et de distribution qui va vers une attente d'information sur l'origine et les modes de production des produits alimentaires et un besoin ou une tendance à la personnalisation des régimes alimentaires qui sont des attentes de consommateurs qui amènent à transformer le fonctionnement des filières. Donc, je dirais que ça, c'est les défis d'aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, la maturation des technologies numériques qu'on connaît dans nos vies quotidiennes, dans d'autres professions, a été un terreau pour des opérateurs du numérique pour essayer de proposer des outils à l'agriculture et en particulier des outils pour répondre à ces défis. Alors concrètement, quels sont ces outils? Eh bien, il y a des robots déjà. Des robots, alors vous avez peut-être chez vous des robots tontes. Eh ben, il y a des robots tondeuses pour les viticulteurs, par exemple, qui peuvent comme ça tondre entre les rangs de vignes. Donc là, rien de très impressionnant. Il y a depuis assez longtemps aussi des automates qui distribuent l'alimentation. Alors là, on voit ça dans un élevage de chèvres, ça se fait dans la plupart des élevages, soit de manière un petit peu générale comme ça, soit de manière spécifique, animal par animal, avec une spécification de la ration. Et puis, on a aussi des choses peut-être un peu plus novatrices, comme ce robot pour semer et désherber les betteraves. Et donc je vous propose de regarder une petite vidéo pour vous rendre compte de ce en quoi ça consiste. La betterave bio, c'est la 3e campagne que j'en fais. Le problème numéro 1 de la betterave, en général, c'est le désherbage, parce que sur une betterave, dès qu'il y a un tout petit peu de mauvaise herbe, c'est pénalisant sur le rendement. Et en betterave bio, le désherbage, l'inter-rang pose aucun problème avec une bineuse, le rang pose plus de problèmes. Donc traditionnellement, c'est de la main-d'œuvre. Mais ça peut aller très loin en main-d'œuvre. Et c'est ça qui rend la betterave bio rentable ou pas rentable, c'est le temps de main-d'œuvre qu'on va réussir à mettre sur l'hectare de betterave. Alors, il a été conçu que pour de la betterave. Alors, c'était son but premier. Depuis cette année en France, on est très bizarre les Français, donc tout de suite on se demande ce qu'il peut faire d'autre. Il est en expérimentation sur des oignons, il est en expérimentation sur de la chicorée, mais tout ce qui est culture en ligne, tout ce qui est culture sarclée en ligne,
la finesse de travail de ce robot qui est capable à la fois de désherber entre les rangs et puis de géolocaliser la graine, puisque c'est lui qui a semé, et puis de désherber entre les graines aussi. Alors c'est un robot qui est en fonctionnement depuis 1 an, à peu près, ou 2 ans. Et ça vous donne un exemple de ce qui peut se faire en robotique. Alors là, on est plutôt sur la robotique de nouvelle génération et de pointe. Ce que je trouve intéressant dans ce témoignage, c'est aussi les enjeux auxquels ça répond du point de vue du producteur. Et on le voit bien, il le dit, il y a une question relative à la main-d'œuvre. Donc voilà, il le dit, en bio, le désherbage, c'est forcément du désherbage mécanique, ça prend beaucoup de temps. Et donc, ce robot permet, en fait, de surpasser une main-d'œuvre et du coup, à la fin, d'être aussi plus rentable pour la production de betteraves bio. Ce robot, s'il permet à un système de culture en betterave bio d'être rentable, il va permettre aussi de ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour produire de la betterave, donc de produire effectivement de la betterave bio, ce qui est en soi un enjeu important sur le plan environnemental. Et donc on voit là en fait les 2 grands enjeux qui sont souvent les promesses de ceux qui proposent des outils de robotique en agriculture, celui de gagner du temps, de travailler plus précisément et puis de réduire l'empreinte environnementale des outils grâce à un travail mécanique, en particulier pour le désherbage. Alors d'autres types d'outils, je continue mon tour d'horizon. Des capteurs. Il y a énormément de capteurs qui sont développés pour des usages agricoles qui permettent donc de mesurer et suivre un certain nombre de paramètres de production. Alors, par exemple, des drones qui vont travailler sur des imageries satellites, ou des imageries, des vues aériennes et de la photointerprétation. Là, pour celui-là, l'idée c'est de mesurer le démarrage d'infections fongiques, donc le développement de maladies causées par des champignons. Donc le repérer très tôt pour pouvoir traiter de manière plus précoce et donc traiter avec des doses moins importantes. On a aussi beaucoup dans plusieurs entreprises qui proposent des stations météo de précision, des stations météo connectées. Il faut savoir qu'il y a des sondages qui existent chez les agriculteurs et on apprend par exemple que les agriculteurs en moyenne consultent la météo 6 fois par jour. Alors peut-être qu'Étienne confirmera. Voilà. C'est un vrai sujet la météo. C'est un vrai sujet parce que intervenir au bon moment, c'est éviter des risques de perte de récolte, c'est permettre un travail de qualité. Et parfois, il y a des risques météo qu'on peut prévenir, des risques liés à la sécheresse par exemple, donc irriguer au bon moment c'est important aussi, etc., etc. Et donc du coup, il y a des entreprises qui proposent des stations météo de pointe pour avoir une prévision météo à la parcelle. Et puis, il y a aussi des capteurs en élevage. Vous avez des capteurs dans les bâtiments d'élevage qui vont surveiller par exemple la température, l'hygrométrie, le taux d'ammoniac, qui vont pouvoir gérer automatiquement l'aération et le chauffage et réduire en fait les coûts de dépenses énergétiques des bâtiments d'élevage. Et puis vous avez des capteurs sur les animaux. Et donc là, c'est l'exemple d'un collier qui va suivre le comportement de la vache et qui va permettre, par l'analyse de son comportement, de détecter ses chaleurs, de détecter les vélages, de détecter la qualité de son alimentation, si elle mature, combien de temps, et puis d'éventuels troubles du comportement qui sont des indicateurs de mauvaise santé ou de problèmes qu'on pourrait mieux gérer. Donc en fait, tous ces outils permettent de surveiller à distance et parfois de surveiller avec plus de précision et de repérer des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues si vite ou si tôt si on n'avait pas ces capteurs. Le plus souvent, ces capteurs vont être associés à des outils d'aide à la décision, c'est-à-dire des applications qui vont enregistrer des données, les traiter en lien avec d'autres données, par exemple météorologie, des données d'autres exploitations, et produire finalement une analyse d'un risque, des alertes ou des conseils d'intervention. Donc des outils d'aide à la décision, il y en a aujourd'hui beaucoup en agriculture qui vont être utilisés soit par l'agriculteur seul pour décider par exemple à intervenir pour lutter contre un champignon qui se développe, soit dans une relation avec son conseiller pour discuter des bonnes pratiques agricoles. Donc là aussi, ces outils d'aide à la décision, souvent ils sont développés avec cette promesse que ça va permettre de mettre la bonne dose au bon moment.
c'est encore des enjeux relatifs à la réduction des charges, à la réduction des pertes de rendement et à l'enjeu de réduire l'usage de produits phytosanitaires, réduire l'usage de l'eau, réduire en fait la mobilisation des ressources naturelles ou leur dégradation par l'agriculture. Alors, il faut aussi voir que assez souvent, ces différents outils vont être liés entre eux et un agriculteur il va être équipé de plusieurs outils. Là, c'est le cas d'une exploitation laitière. Alors, vous voyez qu'il peut avoir un robot de traite. Le robot de traite, il va générer des données individuelles sur la production laitière par vache. Ces données individuelles, elles permettent de gérer l'alimentation de la vache en fonction de son stade de lactation, en fonction de sa production. On va nourrir davantage une vache qui est en plein boom de lactation. Et du coup, l'agriculteur peut être équipé de distributeurs automatiques de concentrés ou d'aliments qui va proposer une ration alimentaire différente selon les animaux, donc une gestion de précision de l'alimentation. Il peut aussi être équipé d'un outil de surveillance du comportement. Généralement, l'ensemble de ces données sont encapsulées dans des outils d'aide à la décision, des logiciels de gestion. C'est pas rare quand même agriculteur ait aussi un logiciel ou un outil pour suivre ses interventions sur ses parcelles et les déclarer. Et puis enfin, ça serait étonnant qu'il ne soit pas aussi dans un groupe technique où il communique via WhatsApp entre agriculteurs du groupe ou avec les conseillers. Donc on voit qu'il y a tout un environnement numérique qui se met en place et qui va en fait introduire une forme d'agriculture high-tech qui est, du coup, comme je disais au démarrage, une réalité en agriculture. Alors maintenant, changeons d'échelle et on va essayer de regarder ce qui se passe à l'échelle des filières et ce qui est en jeu dans la relation entre les agriculteurs et les consommateurs. Souvent, on dit que le numérique sont des technologies qui permettent de dépasser un certain nombre de barrières, en particulier d'avoir un meilleur accès à l'information. On peut partager plus d'informations, des informations certifiées, fiables, et donc il y a là un enjeu autour de la transparence des données et de l'information dans les filières alimentaires. Et effectivement, beaucoup d'outils portent là-dessus. Le numérique, on dit aussi que c'est un outil qui va permettre de mettre en relation les individus en se passant d'intermédiaires, en tout cas de créer des liens beaucoup plus facilement, notamment via les réseaux sociaux. Alors je ne vais pas développer spécifiquement la question des réseaux sociaux parce qu'on a un professionnel ici, mais par contre, je vais vous parler de ce qui se passe dans les filières alimentaires en termes de liens directs entre producteurs et consommateurs. En fait, avec le numérique, on a vu se développer beaucoup de dispositifs qui vont accompagner le développement des circuits courts. Ces dispositifs, ils sont très variés en fait en termes de logistique. Derrière, on va avoir des drives fermés, des casiers de retrait, des caissettes, etc. On voit émerger beaucoup de plateformes sur des sites internet ou des applis qui vont vous aider en fait à rentrer en relation avec des producteurs et puis à faire des achats, en tout cas courts, c'est-à-dire avec un intermédiaire seulement. Donc ça, c'est une réalité qui s'est largement développée depuis quelques années. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que le e-commerce alimentaire se développe pas très vite. D'après une étude réalisée en 2019, alors c'est un peu vieux, le Covid est passé par là, il faudrait actualiser, je suis d'accord. Ça correspondait à 7% à l'époque des achats du quotidien, le e-commerce alimentaire. Et il faut le comparer par exemple à l'achat de produits culturels ou touristiques, où là on est plutôt proche de 40 ou 50% des achats sur le net. Donc on est quand même sur un secteur où on n'a pas un très gros développement des achats alimentaires. Bon, malgré tout, ce que peut faire le numérique, c'est aussi d'informer les consommateurs sur l'origine de leurs produits. Et donc ça se développe aussi beaucoup. Vous voyez sur les packaging, évidemment, des QR codes qui vont vous indiquer qui sont les producteurs. Les producteurs se présentent dans les exploitations et parfois même, c'est le cas pour ces produits laitiers, proposent un formulaire de contact pour pouvoir se renseigner ou échanger directement avec eux. C'est aussi des outils, des sites vitrines pour se faire connaître, donc des réseaux comme Bienvenue à la ferme ou leur site internet pour faire connaître l'offre des producteurs. Et on voit du coup que cette présence numérique sur internet, sur des sites, sur des réseaux sociaux, favorise et accompagne le développement d'achats dans les circuits courts ou d'achats locaux. Et d'ailleurs, une enquête assez récente, en 2019, montrait que les consommateurs qui achetaient localement, très souvent, se renseignent sur Internet ou sur différents
d'outils numériques pour mieux connaître l'origine de leurs produits, les producteurs et compagnie. Donc on a une complémentarité entre l'achat direct et puis l'information qui est disponible via les outils numériques. Alors ces outils numériques, ils permettent pas seulement de vendre et d'informer, ils permettent aussi parfois de développer des collaborations plus approfondies de deux types. D'abord autour de la recherche de financement, donc avec le crowdfunding qui est une réalité aujourd'hui en agriculture, et puis aussi pour faire émerger des liens directs, donc des rencontres à la ferme, des fermes ouvertes. Donc c'est le cas de l'exemple que je cite ici avec ces agriculteurs qui, à l'appui d'une campagne de crowdfunding, organisent une ferme ouverte et disent même « ce sera l'occasion de rendre à notre ferme une de ses anciennes fonctions ». Être un espace de lien social, un lieu de rencontre et de convivialité dans notre campagne. Donc on voit bien comment le numérique accompagne en fait des projets de relations plus directes, plus fortes entre producteurs et consommateurs. Alors la deuxième opportunité du numérique dans les filières, se joue autour de la transparence. Donc partager de l'information, pas seulement sur l'origine, sur qui produit, mais aussi sur les modes de production. Alors ça c'est un sujet qui est relativement ancien. En tout cas, des dispositifs réglementaires relatifs à la traçabilité ont été imposés dans les filières alimentaires à partir des années 2000. Ça répondait à des enjeux sanitaires. L'idée, c'est que quand on a un problème relatif à un problème sanitaire sur un lot alimentaire, il faut pouvoir rapidement remonter toute la chaîne de transformation et de production pour pouvoir identifier l'ensemble des lots qui doivent être retirés de la distribution et de la consommation. Et donc, depuis longtemps, les vaches ont une boucle d'oreille reliée à une carte d'identité, reliée à un code sur vos barquettes de viande. Cette information dans les filières, elle est longtemps seulement passée par des labels. Donc les labels, vous les connaissez aussi, ils informent très clairement et précisément les consommateurs sur des modes de production bien spécifiques, donc relatifs à l'environnement pour le bio, relatifs au terroir et à la typicité des produits pour les AOC et les IGP, ou relatifs à la qualité des produits pour les labels rouges. Mais depuis quelques années, on voit bien que se développent d'autres types d'informations des consommateurs, en particulier à travers les scores. Le premier score à avoir vraiment fait son entrée dans l'offre alimentaire, c'est le Nutri-Score, qui est basé sur des données réglementaires. Donc on capte en fait la composition du produit, qui est une donnée obligatoire, qui est déjà sur tous les emballages en fait, et on calcule un score nutritionnel, le Nutri-Score que l'on affiche. Donc tout l'intérêt, c'est d'avoir un travail sur la mise en forme de l'information qui soit plus accessible pour le consommateur et qui permette du coup d'avoir une action de transformation des filières alimentaires. Puisqu'on affiche clairement la valeur du Nutri-Score, on espère que ça va changer les logiques d'achat et que derrière ça va impulser une transformation dans la chaîne de transformation pour promouvoir des produits qui ont des bonnes qualités nutritionnelles. Cette démarche, elle est aujourd'hui transférée sur d'autres données, en particulier sur les données relatives à l'impact environnemental des produits agricoles et des chaînes de transformation. C'est ce qui se développe ces années, enfin 2021-2022, au travers du Planet Score ou de l'EcoScore. Ce sont encore des dispositifs qui ne sont pas très présents dans nos étalages. L'idée, c'est de capter des données relatives aux performances environnementales. Le Planet Score, par exemple, va capter des données relatives à l'analyse de cycle de vie des produits, aux pratiques d'élevage et à des indicateurs de bien-être animal, à l'utilisation de pesticides. Ces dispositifs sont en train d'être mis en place, mais soulèvent beaucoup de questions pour être efficaces. D'abord, c'est quelles sont les données qu'il est pertinent de collecter, quelles sont les données qui intéressent et qui vont engager le choix des consommateurs et à la fois avoir un impact significatif face aux défis environnementaux de l'alimentation. Comment capturer ces données? Sur le plan des modes de production, des impacts environnementaux, aujourd'hui on est plutôt sur des dispositifs avec des diagnostics à l'échelle des exploitations, des diagnostics de type cycle de vie. Et donc les données font l'objet d'un relevé par un technicien ou par l'agriculteur lui-même, elles sont saisies manuellement, tout ça est extrêmement coûteux, tout ça est source d'erreurs. Donc le travail qui est en cours en ce moment consiste à essayer de voir quelles données pourraient être captées automatiquement
par la mise en place de capteurs, ce qui augmenterait la fiabilité de la donnée et à la fois le coût de collecte. Par contre, ça pose une question, c'est finalement, ça semble possible vu le développement des capteurs sur les exploitations, mais aujourd'hui seulement, c'est déjà beaucoup, 40% d'agriculteurs ont des objets connectés. Ils ne sont pas en train de mesurer tout partout sur leurs exploitations. Et donc, ça supposera une forme d'équipement au niveau des exploitations et probablement de la transformation agroalimentaire qui n'existe pas encore. Donc ça a un coût. Autre enjeu que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, les données qu'on vise à capter, là, dont on veut rendre compte, ne sont pas des données obligatoires sur le plan réglementaire. Chaque agriculteur a le droit de faire une analyse de cycle de vie pour voir quel est l'impact climatique de son exploitation. Évidemment, il a le droit de le faire, mais il n'est pas obligé de le faire, il n'est pas obligé d'informer ses partenaires des filières des résultats de son analyse de cycle de vie. Faire un score comme ça va certainement devenir... si jamais plusieurs transformateurs le font, un critère d'accès au marché. Donc ça impose à tous les producteurs en fait, de faire ces diagnostics et puis de partager cette donnée-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur les données qu'on souhaite ou qu'on ne souhaite pas partager au sein de la filière alimentaire. Les données qui ne sont pas obligatoires pour être partagées, elles supposent le consentement des producteurs. Et donc ça, c'est un vrai sujet de travail qui fait que ce n'est pas si facile à mettre en place ce type de score. Et puis dernière question qui se pose, c'est comment mettre en forme ces données. Par exemple, les deux scores Planet Score et EcoScore visent en gros les mêmes enjeux, c'est-à-dire par une action des consommateurs, impliquer une transformation des modes de production et de transformation des produits alimentaires. L'EcoScore est très synthétique, le Planet Score est plus informatif sur différentes dimensions environnementales et de bien-être animal. Donc voilà, c'est tout un sujet qui est encore en cours aujourd'hui dans la profession agricole. Alors, on le voit, tous ces dispositifs numériques, elles semblent effectivement des belles opportunités ou des promesses en fait, pour relever des défis auxquels fait face l'agriculture et l'alimentation, des défis de sécurisation de la production, d'amélioration de l'impact environnemental de l'agriculture, de gestion en fait, des conditions et de la productivité du travail, de construction de liens entre agriculteurs et consommateurs ou de levier de pouvoir d'orientation pour les consommateurs. Donc tout ça est extrêmement stimulant, mais ça dessine aussi une évolution de notre système alimentaire vers une agriculture très connectée, une agriculture très équipée, une agriculture numérique. Et c'est vraiment souhaitable. Donc c'est le dernier point que je voudrais aborder. Voilà. Déjà, si on regarde du point de vue des agriculteurs, tous ont un équipement numérique au moins, un ordinateur. Par contre, les choix d'équipement sont très diversifiés selon les agriculteurs. Ils vont dépendre d'un certain nombre de choses. Ils vont dépendre du secteur de production. Par exemple, un horticulteur a un métier où en fait son boulot c'est de gérer des flux de production rapides, gérer des ventes qui peuvent se faire plusieurs fois par jour. Et donc les outils qu'ils vont privilégier en horticulture, ça va être des outils de gestion logistique, gestion commerciale, gestion de ressources humaines aussi. Un éleveur va avoir des enjeux tout à fait différents. Lui, c'est l'astreinte, c'est la surveillance des animaux, vérifier qu'ils ne sont pas malades, traire, etc. Donc en élevage, on voit que les équipements privilégiés sont plutôt des caméras, sont plutôt des robots, sont des outils de surveillance. Donc selon le métier, en fait, on n'a pas les mêmes besoins, donc pas les mêmes équipements. Ça va aussi dépendre de la taille de l'exploitation. Une exploitation de taille modeste, où l'agriculteur travaille seul, on voit qu'il va plutôt aller vers des équipements qui l'aident à surveiller, une petite surveillance, ou à travailler, l'automatisation. Les grandes exploitations où il y a des collectifs de travail, où il y a un volume de production important, on va plutôt observer des équipements sur des logiciels de gestion d'exploitation, de production. Des exploitations aussi où il y a des gros flux commerciaux vont être sur d'autres types d'outils plutôt commerciaux. Tous ces équipements sont liés aussi, et le choix des équipements à la capacité d'investissement, puisque ça ne coûte pas grand-chose d'avoir WhatsApp, ça coûte beaucoup plus de s'équiper dans un robot de semis et des avages de betteraves. Donc évidemment, la capacité d'investissement différenciée des exploitations va jouer sur leur équipement. Et puis c'est lié au rapport au métier, et là je voudrais insister là-dessus parce que c'est vraiment très net et très important.
Aujourd'hui, les agriculteurs sont une profession assez diversifiée dans le rapport au métier. Vous pouvez rencontrer des agriculteurs qui ont un rapport très sensible à leur activité. Ils aiment le contact des animaux, ils aiment les observer, ils sont très animaliers, ils repèrent des choses dans leur comportement, dans leur physiologie, dans leur attitude. Des agriculteurs qui aiment faire le tour de leur parcelle, observer l'émergence de maladies, etc. Donc ce rapport très matériel au métier, très sensible, fait que ces agriculteurs ne vont pas être très intéressés par exemple par des outils de surveillance ou par des robots. Parce que leur goût, c'est la pratique, c'est l'observation, c'est le terrain. Par contre, ces agriculteurs-là peuvent être, par exemple, hyper investis dans des réseaux sociaux, des outils de communication pour partager leur vision du métier, leur passion. D'autres agriculteurs peuvent avoir un rapport beaucoup plus gestionnaire à l'activité, être passionnés par l'optimisation technique, par la précision de l'intervention, par le matériel, et du coup vont s'équiper avec beaucoup plus d'envie vers des outils à la fois de surveillance, de mécanisation, de robotique, etc. Et donc on voit là que le rapport au métier d'agriculteur va jouer sur les choix d'équipement. Or, dans un contexte où on se pose beaucoup de questions sur la capacité de la profession à recruter de nouveaux salariés ou de nouveaux agriculteurs, ça me semble important de garder une diversité en fait dans l'approche du métier et de permettre à des agriculteurs, de futurs agriculteurs qui ont des goûts ou des sensibilités différentes, d'entrer dans le métier. Et du coup, foncer vers une agriculture ag-tech, très numérisée, pourrait constituer une difficulté dans le contexte agricole d'aujourd'hui. Or, justement, tous les développements actuels des filières et des systèmes alimentaires tendent plutôt à promouvoir certaines formes d'équipement des exploitations, et c'est notamment ce dont je vous parlais autour de la transparence dans les filières. Et je vais finir sur ce point du coup de vigilance, c'est-à-dire que si jamais on cherche absolument à construire la confiance dans les produits alimentaires et dans les capacités des agriculteurs à répondre aux défis de l'environnement par une meilleure information des consommateurs, on va aussi favoriser des contextes de production qui vont supposer que les agriculteurs soient équipés avec des capteurs, qui vont supposer d'investir dans tous ces dispositifs de transparence et donc d'information, donc ça va avoir un coût, et qui vont certainement rendre l'accès aux filières et au marché pour des agriculteurs qui auraient plutôt une approche low-tech de leur métier plus difficile. Donc les conséquences de ces exigences de transparence peuvent être celles-ci. Et donc ça me semble important à discuter, en tout cas à réfléchir dans le choix, disons, politique qu'on fait autour de l'évolution de l'agriculture. Ça ouvre cette question sur quel système alimentaire voulons-nous, comment construire la confiance, mais aussi avoir un levier de transformation des systèmes alimentaires. Donc c'est des questions qui sont assez ouvertes, et je me permets de m'arrêter là pour laisser la parole à Étienne Fourmont, parce que justement il propose dans son métier, avec sa pratique sur les réseaux sociaux, une approche complètement différente de la construction du lien, de la confiance entre agriculteurs et citoyens. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Je vais me mettre ici aussi. Ça va faire plus sérieux. Donc bonsoir à tous. Merci aussi beaucoup pour l'invitation ce soir, parce que c'est toujours, je prends toujours beaucoup de plaisir à expliquer et à parler de mon métier. Et c'est vrai que dans un contexte un peu différent des réseaux sociaux, des fois en réel, c'est aussi sympathique. Donc je m'appelle Étienne Fourmont, je suis agriculteur. J'ai une ferme de vaches laitières principalement. Alors si j'appuie comme ça, voilà, on passe à la suivante. Donc je vous explique un peu ma ferme, je vais faire vite fait le tour de ma ferme, et puis mon parcours, et surtout pourquoi je suis là ce soir, c'est les réseaux sociaux. J'utilise énormément les réseaux sociaux pour communiquer sur mon métier, pour le montrer, et je vais vous montrer un petit peu vite fait l'impact que ça peut avoir sur mon métier et sur la perception qu'ont les gens du métier d'agriculteur. Donc ma ferme, vite fait, 90 hectares, à peu près 45 de maïs fourrage, 10, on a monté un peu, on est à 15 hectares de prairie aujourd'hui, 5 de luzerne, 20 hectares de dérobé, c'est une culture qu'on fait entre deux cultures. Ça va être principalement de l'herbe et du trèfle.
et 30 hectares de céréales pour la paille principalement. Je suis très rapide. Donc, le troupeau de vaches laitières, aujourd'hui plutôt 85 vaches laitières en augmentation à 120 vaches laitières pour la fin de l'année, puisque je me suis associé avec quelqu'un d'autre pour pouvoir augmenter ma ferme, mon exploitation laitière. Et, très important, 2 robots de traite qui m'aident énormément au quotidien pour me dégager un peu de temps et pour m'aider dans la prise de décision. On pourra en revenir pour les questions après, mais pour moi, les robots de traite, c'est quelque chose de très très important. Et c'est mes parents qui ont acheté les premiers en 1999. Moi, je les ai changés il y a 2 ans. Mais donc, c'est pour vous dire que ça existe, c'est une technologie qui existe depuis très très longtemps, très longtemps. Depuis 1999, mes parents, c'était dans les premiers en France à avoir acheté des robots de traite. Donc les photos que vous voyez, c'est la ferme, hein. C'est toujours des photos, ça c'est la stabulation des vaches laitières où il y a les logettes et les robots de traite. Mon parcours, assez classique, hein, lycée agricole, BTS production animale. Ensuite, un stage pré-installation en Nouvelle-Zélande en 2005, enfin 2004-2005, je suis resté 6 mois en Nouvelle-Zélande pour travailler dans une ferme laitière de 1000 vaches laitières, tout en pâturage. Donc pas de bâtiment, hein, juste un bâtiment pour la salle de traite en fait, et 1000 vaches laitières. Et je suis retourné en 2009 dans cette ferme-là, et il y avait déjà 2000 vaches laitières. Donc c'est pour vous dire que c'est une autre dimension par rapport à nous, et une autre façon de travailler, puisque c'était encore 2000 vaches laitières, mais toutes les vaches dehors toute l'année. Et puis quand je suis rentré en 2005 de mon stage en Nouvelle-Zélande, je me suis installé avec mes parents, société, 5e génération sur la ferme. Donc vraiment ferme familiale, ferme d'élevage. Bon, je suis en Sarthe, mais je suis aux portes de la Mayenne, hein, j'ai les terres qui touchent la Mayenne, donc je suis juste à côté, on est juste voisins. Et donc dans une zone plutôt bocagère, on va dire, encore avec pas mal de haies et des champs, alors, sur des tailles de champs qui sont relativement correctes. On a encore énormément de haies dans notre secteur, puisque c'est quand même une grosse zone d'élevage. Et donc, pourquoi les réseaux sociaux? Première approche, c'est le syndicalisme. J'ai été très actif, je suis beaucoup moins aujourd'hui, mais j'étais très actif dans le syndicat des jeunes agriculteurs. Donc un syndicat de jeunes du monde agricole, agriculteurs de moins de 35 ans. Voilà, vous pouvez avoir moins de 35 ans pour être jeune agriculteur dans ce syndicat-là, ou l'inverse. Et donc j'ai pris des responsabilités au niveau du département, au niveau de la région et au niveau du national, puisque le syndicalisme me permettait, en tant qu'agriculteur, de défendre économiquement mon métier face aux industriels qui collectent mon lait, ceux qui achètent mes animaux pour la viande, mes cultures. Voilà. Le syndicalisme nous permettait de faire de l'économique avec mes acheteurs, chose que je ne pouvais pas faire tout seul chez moi. Donc je me suis lancé dans le syndicalisme, très actif, où j'ai eu un mandat national pendant 4 ans. J'ai été élu au niveau du conseil d'administration national des jeunes agriculteurs, donc c'est-à-dire que toutes les semaines, 1 ou 2 journées à Paris. Et c'est pendant ces journées à Paris où on nous a expliqué en 2013 que Twitter était un réseau social important pour les médias, pour les politiques, pour échanger avec ces gens-là et expliquer un peu le métier et le défendre aussi. Donc j'ai créé mon compte Twitter en 2013 qui s'appelle Agricole, A-G-R-I-K-O-L, parce que écrit normalement c'est déjà pris. Et je ne voulais pas Agricole avec 122 derrière ou 6359 derrière. Donc j'ai pris Agricole, A-G-R-I-K-O-L. Et pour la petite anecdote, on m'a dit quelques années après que Agricole c'était anglais et ça voulait dire Agricole, Key Opinion Leader. En gros, un leader d'opinion. Mais alors c'est vraiment le hasard. Hein. Donc c'était une bonne chose. Alors, j'ai pas trop utilisé les réseaux sociaux au début parce que alors j'avais Facebook comme on va dire tout le monde. J'ai une question très rapide dans la salle, qui a Facebook, levez la main. Voilà, que je vois. Qui a Twitter? Il y en a quand même pas mal. Il y en a un peu moins, mais il y en a quand même pas mal. Et donc c'était Facebook, tout le monde était sur Facebook et on partageait surtout avec les amis et la famille sur Facebook. Alors que Twitter, c'était un réseau plus ouvert à l'extérieur, comme je disais, plutôt politique. Alors quand j'ai commencé, c'était vraiment en 2016 où je m'y suis vraiment intéressé. J'ai vraiment commencé à expliquer le métier. Alors surtout au niveau syndicalisme, à expliquer les revendications, prix du litre de lait évidemment pour moi, les manifs qu'on faisait, les actions de communication aussi qu'on faisait avec les JA. J'ai commencé un petit peu à utiliser Twitter.
Et puis c'était super intéressant et surtout c'est en même temps sur Twitter l'arrivée, je ne vais pas souvent en parler mais c'est ce qui m'a beaucoup motivé, c'est l'arrivée de L214 aussi sur Twitter à cette époque-là. Et donc eux sont anti-élevage et moi je suis pro-élevage évidemment, donc ça a donné des échanges un peu riches parfois. Hop. Donc Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, c'est des messages très très courts. Hein. Donc c'est-à-dire que c'était une ou deux phrases, et encore quand j'ai commencé c'était vraiment une phrase, et vous ne pouvez pas faire plus. Voilà, vous écrivez une phrase, vous la postez, tout le monde peut la lire, tout le monde peut la voir, votre compte est souvent public, donc n'importe qui peut voir ce que vous faites, et après les gens s'abonnent s'ils veulent être régulièrement informés de ce que vous faites. Donc j'ai commencé Twitter, les phrases, donc je vous disais c'est vraiment une phrase, et donc expliquer le métier d'agriculteur ou d'éleveur de vaches laitières en une phrase, c'était assez complexe parce que c'était pas facile d'expliquer les robots de traite, d'expliquer les vaches, les vélages, pourquoi on insémine les vaches, pourquoi on sépare le veau de la vache à la naissance. En une phrase, c'est très compliqué, donc je faisais 2, 4, 5, 10, 15 tweets à la suite pour expliquer un peu le métier. Et puis, bon, bah, ça faisait un peu long à la fin. Et puis, je voyais déjà des agriculteurs qui étaient sur YouTube, qui avaient des chaînes YouTube. Alors, principalement des céréaliers qui montraient des tracteurs. Donc, bon, c'est très très bien, hein, il en faut. Mais c'est vrai que c'était pas trop mon truc à moi. Et donc, j'ai décidé en 2018 à peu près, ouais, 2017-2018, de créer une chaîne YouTube pour montrer ce que c'était que l'élevage laitier en France. Il n'y avait pas de chaîne YouTube à l'époque qui montrait, enfin il y en avait quelques-unes, mais c'était vraiment très anecdotique, qui montraient de temps en temps l'élevage laitier. Et je me suis dit, voilà, il faut que je montre en images, puisque Twitter c'était des phrases, c'est moins vrai aujourd'hui, mais c'était très vrai en 2015-2016, c'était vraiment des phrases. Et je voulais montrer en images ce que c'était que les vaches laitières, ce que c'était que les robots de traite aussi beaucoup. Et dans un système de production plutôt intensif, donc des animaux en bâtiment toute l'année, des animaux qui ne sortent pas, ce qui est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque c'était comme ça. Ce que c'était que voilà, l'élevage laitier français en 2020 on va dire. Et puis ça a bien marché. Et puis avec YouTube, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, Instagram va avec. Donc du coup j'ai aussi créé une page Instagram où là c'est plus des photos, où c'est plus ce qu'on appelle des stories, donc des petits moments de vie dans la journée qu'on partage. Et puis très récemment, il y a un an à peu près, un compte TikTok aussi, puisque c'est un réseau social qui a explosé, qui a pris énormément de place dans le paysage des réseaux sociaux. Et puis je trouvais ça marrant, alors c'est très spécial pour ceux qui n'y sont jamais allés. C'est vraiment une façon différente de Twitter, de YouTube, d'Instagram de communiquer. C'est des clips très très courts. Ça a commencé par, on va dire, du playback de musique ou de scènes de cinéma. Et maintenant, ça devient aussi un réseau d'information où on montre le métier à un public très jeune, puisque le public sur TikTok est très très jeune, autour de 10-14 ans. Enfin 14 ans on va dire, alors que le public YouTube est un peu plus vieux, on est plus sur une tranche d'âge de 20 ans à peu près, entre 15 et 30 ans si je prends très large. Et Twitter, pardon, voilà, c'est pareil, Twitter c'est un petit peu plus âgé, même si on a un peu tous les publics. Alors là, c'est une présentation que je fais à d'autres agriculteurs pour leur expliquer comment communiquer sur les réseaux sociaux. Donc je vais faire très vite pour vous, puisque voilà, je leur explique que quand on utilise les réseaux sociaux, il faut qu'on parle très simplement du métier, ça ne sert à rien d'être trop technique parce que sinon on perd les gens, puisque le consommateur lambda ne va pas connaître toutes les ficelles, tous les termes techniques du métier, et des fois, si on est trop technique nous, on perd l'interlocuteur parce qu'il ne comprend pas et il lâche au bout d'un moment. Donc je leur explique de rester factuel, rester poli et courtois sur les réseaux sociaux. Je peux vous assurer que c'est pas tous les jours facile pour ceux qui les utilisent. Même si les commentaires sont parfois violents, jamais s'énerver. Les émotions sont mauvaises conseillères. Évitez à tout prix de répondre à chaud aux commentaires sur les réseaux sociaux. Tournez cette fois son tweet dans sa tête avant d'écrire. Voilà, des fois, je vois des messages qui m'énervent sur Twitter ou sur YouTube ou sur Instagram parce que les gens disent du mal de l'élevage ou disent une bêtise sur l'agriculture. Et je me dis, mais c'est complètement stupide et j'ai envie de répondre tout de suite de manière peut-être un peu agressive. Et donc des fois, j'écris mon message, je me dis non, laisse poser, prends ton temps, ne le poste pas tout de suite,
reviens 2-3 heures après, voir si c'est ce que tu voulais dire, et voir si le message n'est pas trop agressif, et si t'es pédagogue, et voilà. Et donc, des fois, je l'efface en me disant, putain, c'est complètement stupide ce que je voulais écrire, et je le retire, et je le poste pas. Donc voilà un peu la façon de faire que j'ai moi sur les réseaux sociaux, et que j'explique aux agriculteurs de faire. Hop. On a la chance aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, d'avoir une communauté d'agriculteurs qui commence à être de plus en plus importante, et notamment sur Twitter, puisque c'est vraiment là que j'ai commencé à expliquer mon métier aux consommateurs, où on a créé une association. Alors le monde agricole n'était pas très réseaux sociaux, et vous savez que quand on est agriculteur, on aime bien se retrouver, on aime bien faire des bonnes bouffes. C'est une bonne occasion de faire des apéros. On a créé une association qui s'appelle France Agritwitos, et on a un compte Twitter. Et ce qui nous a valu d'être invités tous les ans au Centre d'agriculture, depuis 3 ans, enfin, il n'y a pas eu l'année dernière, mais depuis 2-3 ans maintenant, d'être invité au siège de Twitter France, puisque la communauté des agriculteurs sur Twitter est une des plus actives et des plus influentes. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer une communauté d'agriculteurs sur Twitter qui est très active et qui commence vraiment à impacter le message des politiques et des médias. Ce qui n'était pas une chose facile. Alors dans le bon sens pour moi, parce qu'on leur montre ce que c'est vraiment le métier d'éleveur. Après peut-être pour certains c'est un peu, notamment les anti-élevages ou ces gens-là, c'est pas une bonne chose, mais pour moi c'est plutôt une très très bonne chose. Donc un réseau très actif sur les réseaux sociaux, enfin une communauté très active sur Twitter notamment. De plus en plus de youtubeurs agriculteurs aussi. Voilà, on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à le faire. Et c'est formidable parce que voilà, des agriculteurs qui sont chez eux, qui montrent leur métier avec soit le téléphone, soit une petite GoPro, voilà, en quelques minutes, filmer ce qu'on fait et le poster sur les réseaux sociaux. Moi je trouve ça formidable. Et c'est hyper important, comme tu le disais tout à l'heure, Bertie, c'est-à-dire que le consommateur, moi je le vois dans les messages, dans les questions, le consommateur est extrêmement curieux de ce qu'il mange, veut savoir d'où ça vient, comment c'est fait. Et j'ai des tonnes de questions sur les réseaux, alors, qui vont être de la plus basique à la plus compliquée parfois, soit par des consommateurs, voilà, qui veulent savoir comment c'est fait, pourquoi le lait, pourquoi la vache, un vélage, une insémination, un robot de traite, pourquoi, ou soit par des éleveurs qui vont me dire oui mais comment tu règles ton robot de traite, le nombre de traites par jour, est-ce que tu mets des indicateurs pour que la vache soit plus ou moins traite, plus ou moins d'aliments dans le robot de traite. Enfin, ça peut être vraiment très, très simple et très technique, donc c'est hyper riche et j'adore ça. et puis voilà, l'union fait la force, donc ce que je dis, voilà, plus on sera d'agriculteurs à expliquer notre métier, et plus on sera d'agriculteurs, alors peut-être que je le dis après je pense, pardon, non mais je vais revenir après, ah oui si, l'union fait la force et toutes les agricultures sont respectables et ont quelque chose à raconter. C'est-à-dire que, je l'ai expliqué aussi très bien tout à l'heure, c'est que la France a une richesse d'agriculture qui est assez incroyable, qui va aller de l'intensif, et il en faut, au bio, à la permaculture, et il en faut aussi, et entre ces deux-là, il va y en avoir beaucoup d'agriculture, l'agriculture de conservation des sols, le HVE, enfin plein de choses qui permettent à la France d'avoir donc cette richesse d'agriculture, et il faut qu'on la défende, et il faut qu'on l'explique, et il faut qu'on la montre. Voilà. Et je trouve que c'est hyper important qu'on ait toutes ces agricultures-là sur les réseaux sociaux pour l'expliquer et la montrer. Donc communiquer avec passion, plaisir, envie, c'est toujours plus intéressant quand vous parlez à quelqu'un qui vous explique les choses de façon intéressante et où vous sentez que ça me passionne, ça va vous intéresser beaucoup plus. Donc c'est ce que j'essaie de faire sur les réseaux sociaux. Je parle un peu vite aussi, hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, donc vous aurez le temps de faire des questions à la fin parce que j'enchaîne. Bon, ça c'est notifié les interlocuteurs pour les interpeller quand on utilise les réseaux sociaux. Les hashtags, évidemment, maintenant tout le monde connaît les hashtags. Quand vous communiquez sur les réseaux sur votre métier, on utilise maintenant de plus en plus de hashtags, et notamment sur Twitter, on a ceux qui font le lait, ceux qui font la viande, ceux qui font le vin, c'est important aussi, ceux qui font les céréales, agricoles, bien-être animal. Voilà, on a ces petits hashtags-là qui permettent d'être plus visibles quand les gens font des recherches sur les réseaux sociaux. Eh bien, ils retapent ces mots-là, et si vous avez mis le hashtag devant, votre message il est remis plutôt en avant que ceux qui n'utilisent pas de hashtag.
Alors ça c'est ce que je leur dis aussi aux agriculteurs qui commencent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a tous commencé de zéro avec 0 follower et on a l'impression des fois qu'on va faire une photo d'une vache, d'un tracteur et puis que voilà il va y avoir un ou deux likes pardon, et que ça va pas avoir d'impact ou que les gens regardent pas. On a tous commencé pareil, moi le premier, quand j'ai commencé les réseaux sociaux j'avais 1 ou 2 abonnés et puis c'est monté gentiment. Mais ce qui est très important, c'est pas qu'il y ait 1 ou 2 agriculteurs qui aient beaucoup d'abonnés, c'est qu'il y ait des centaines d'agriculteurs, des milliers d'agriculteurs, qui aient 10, 20, 30, 50, plus en nombre mieux c'est évidemment, mais il faut qu'on montre, comme je disais tout à l'heure, toutes les agricultures, donc il faut qu'on soit très nombreux à le montrer pour une simple et bonne raison, c'est que le consommateur n'utilise quasiment plus les médias classiques, on va dire, pour se renseigner, les infos ou les infos 13h ou 20h ou le journal papier, de moins en moins, et le consommateur il va chercher son information maintenant sur les réseaux sociaux de plus en plus. Et donc si nous, agriculteurs, on n'y est pas pour expliquer son métier, en gros, on n'a pas le choix que d'y être pour montrer notre métier. Alors avec le temps qu'on peut y laisser évidemment, hein, parce que parfois c'est compliqué, le métier d'agriculteur est très prenant, mais c'est vrai que ce soit des agriculteurs qui passent le message, ça a beaucoup plus d'impact que si c'était une interprofession ou un syndicat ou même un industriel agroalimentaire qui expliquerait le métier. Voilà. Parce que les gens qui vont voir les messages, ils vont voir que c'est l'agriculteur qui parle, qu'il est chez lui, qui montre ses vaches, qui montre ses poules, ses cochons, son tracteur, ses champs. Et donc il va avoir beaucoup plus d'impact que si c'est un syndicat ou une interpro qui va faire le message, où les gens vont voir le message, et où le message est important aussi, hein. Il faut que ça soit fait aussi. Mais le consommateur va se dire oui, là c'est un message qui est financé, qui est payé, donc c'est de la pub et tout, donc ça va avoir moins d'impact que si c'est un agriculteur qui le fait. Et on pose, j'en parle maintenant parce que la question revient souvent, ce qui a le plus d'impact pour le consommateur en termes de communication, c'est évidemment la visite à la ferme, où là vous avez un impact formidable et en général une adhésion à 100% du consommateur qui viendrait sur la ferme pour voir comment c'est fait. Hop. Je continue un petit peu. La compréhension, enfin l'analyse un petit peu très rapide de l'impact que peuvent avoir les messages. Alors je prends évidemment, j'ai pris mes tweets. Alors ça remonte un petit peu, je suis désolé. Mais voilà, là c'était un tweet que j'avais fait pour expliquer que voilà, on avait fait la fauche de l'herbe pour les vaches. Donc voilà, j'adore l'odeur de l'herbe, donc fraîchement fauchée, ce qui est vraiment frais, j'adore ça. Et c'est une très très bonne odeur en plus. Les engagements à côté. Alors ça c'est le tweet que vous voyez quand vous allez sur Twitter, et à droite, moi c'est ce que je vois moi quand je vais dans les engagements, dans les impressions. Et donc c'est un tweet qui a fait 29 000 impressions, donc en gros c'est à peu près les vues, pour faire simple. Donc ça fait 29 000 vues, donc les engagements c'est 308, c'est-à-dire c'est les partages, c'est les commentaires, c'est les likes, toutes ces choses-là, ou les retweets, voilà. Donc ça a un impact quand même. Voilà, il y a quasiment 29 000 personnes qui l'ont vu. Il y a aussi, alors moi je le fais beaucoup dans mes tweets et dans mes vidéos, je mets beaucoup d'humour, parce que j'aime bien déconner. Donc je mets un peu d'humour. Et là, j'ai dans les logettes des vaches, donc j'ai des vaches qui sont dans les logettes à manger. Et vous voyez, il y a le chat au milieu. Et voilà, je lui dis un chat, bordel, était dans le mauvais sens en plus. Parce que les vaches se couchent dans l'autre sens et le chat était dans le mauvais sens. Donc je prends la photo et je montre que voilà, il y a aussi déjà que les vaches sont allongées dans la paille fraîche, donc elles sont confortables, elles sont bien. Il y en a qui dorment, celle juste derrière le chat elle dort, donc ça va bien. Et ça permet de montrer aux gens que voilà que c'est aussi très confortable autant pour le chat que pour les vaches. Et donc 19 000 impressions du tweet, voilà, donc c'est un truc qui a bien marché aussi, qui fait des vues. Ça, c'était un tweet que j'avais fait, qui remonte un petit peu aussi à 2019. Message important aux gens. Vous n'aimez pas le chant du coq, le péché des églises, les mouches, les insectes, les odeurs. Hein. Merci de rester en vie. Voilà, c'est pour expliquer aussi, parce qu'il y a beaucoup cette polémique-là, vous avez entendu parler du coq qui chante et qui dérange le voisin, ou des odeurs, ou des mouches, ou des routes sales. Et bien j'explique que voilà, la campagne c'est ça. Voilà, c'est toutes ces choses-là aussi qui font que c'est la campagne. C'est qu'on y travaille et que parfois on met un peu de caca sur les routes, on met un peu d'odeur dans les champs et un peu de bruit. Et donc c'est un truc qui avait très très bien marché, parce qu'il a eu plus de 1000 j'aime et 300 retweets. Ouais,
donc c'est un truc qui a fait 85 000 impressions. Donc à peu près 85 000 vues. Il y a des côtés moins drôles aussi de s'exposer sur les réseaux sociaux. Ça, c'était il y a 2 ans tout juste. En fait, j'ai eu la visite d'antispécistes, donc d'anti-élevage sur ma ferme, qui sont venus la nuit, évidemment, taguer un mur de la ferme. Alors chez moi, c'était pas encore trop grave, parce que c'était qu'un mur de la ferme, où ils ont marqué 2020 abolition. On ne le lit pas trop bien ici, mais il y a marqué 2020 abolition. C'est quand même très perturbant que les gens rentrent chez vous la nuit. Surtout c'était la nuit du réveillon, du 31 décembre au 1er janvier. Donc on était entre amis et famille à la maison, à la ferme, en train de faire la fête. Et donc ils sont venus pendant cette nuit-là pour taguer un mur de la ferme. Et ils ont été chez mon voisin qui est juste à côté, à 500 mètres de chez moi, où là vraiment il y a une petite porcherie sur paille en plus, donc c'est assez paradoxal. Où ils ont rentré dans la porcherie, ils ont coupé les câbles électriques, ils ont tagué dans la porcherie, enfin ils ont vraiment fait du saccage. Et pour eux ça a été extrêmement violent, ils ont eu du temps à s'en remettre. Donc ça c'est un truc que j'avais fait pour alerter sur ce genre de choses qui peut nous arriver en agriculture, ce qu'on appelle l'agribashing aujourd'hui, mais qui existe depuis très longtemps. Le dire du mal de l'agriculture, c'est pas récent, ça existe depuis très longtemps et ça existera toujours parce que c'est comme ça. Et donc je voulais interpeller les gens sur l'intrusion que j'avais eue. Donc c'est un tweet qui a fait 243 000 impressions, donc là c'est une grosse visibilité. Ce que j'appelle plutôt la communication de crise, où je voulais expliquer. Et donc je peux vous le dire maintenant parce que ça va commencer demain, en avant-première. Ce mur-là a été nettoyé et une grande fresque va être peinte dessus demain et après-demain par les graffeurs, où il va y avoir écrit Peace and Food, avec un paysage de champs et de vaches derrière, pour montrer que la violence ne mène à rien et qu'on est là pour nourrir les gens et de façon le mieux possible, on va dire. Et donc voilà, les graffeurs viennent demain et l'inauguration est lundi, donc logiquement lundi vous devriez en entendre parler si vous regardez un petit peu les médias. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous en entendrez encore plus parler. Voilà, un peu de promo, ça fait jamais mal. Voilà, ça. Alors ça, après, voilà, vous avez le tableau de bord mensuel de ce qui se passe sur votre compte Twitter. Là, je suis vraiment resté sur le compte Twitter. Et alors c'est assez vieux parce que je sais pas s'il y a date dessus. Non, il n'y a pas de date dessus. Là, je suis à 1,2 million d'impressions par mois sur les 28 derniers jours. Ça remonte à 2 ans, je crois, à peu près. Donc maintenant, on est plutôt proche des 2 millions, 2,5 millions par mois d'impressions. Donc ce qui a vraiment un impact, ce qui est vraiment très positif pour moi. Ce qui m'a permis d'être invité sur pas mal de plateaux télé, de médias et tout, pour toucher d'autres gens qui ne regarderaient pas forcément les réseaux sociaux, parce qu'il y en a quand même encore aujourd'hui un petit peu. Et donc une bonne visibilité, ce qui est bien, parce que voilà, je trouve que c'est important de montrer le métier. J'ai aussi YouTube. Ça a 2 ans, ça maintenant. Ça a beaucoup augmenté depuis. 983 000 vues en 90 jours. Vous avez la chance, vous avez même le revenu sur 90 jours qui était à 1 200 €. Donc YouTube rapporte un petit peu d'argent aussi. Maintenant, je suis plus proche des... Parce qu'on me pose souvent la question. Maintenant, je suis plus proche des 700-800 € par mois de revenus sur YouTube. Puisque j'ai 99 000 abonnés, quasiment. Donc ça commence à peser un petit peu. Donc ce qui est très très bien aussi. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est regarder une petite vidéo. Si tu veux la mettre en route. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur qu'est-ce que mangent les vaches laitières en France. Alors, la vache est un mammifère merveilleux et c'est un ruminant. Alors, qu'est-ce qu'un ruminant? Je vous mets le lien de la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, comme ça vous pourrez comprendre comment ça marche. Donc, on sait que les vaches sont des ruminants et pour ruminer, elles ont besoin de végétaux. Donc, l'alimentation des vaches, c'est principalement des végétaux. Et vous allez me dire, combien elle en mange? Eh bien, une vache mange 56 kg de végétaux par jour, principalement des fourrages et des céréales. Alors oui, mais c'est quoi qu'est-ce un fourrage? Eh bien, un fourrage, c'est de l'herbe, c'est du maïs, c'est de la luzerne. Alors oui, mais vous allez me dire, mais d'où que ça vient tout ça? Eh bien, ça vient à 98% des exploitations françaises. Donc vous avez 98%
93% qui est produit directement sur les exploitations. Vous allez avoir 5% qui vont être achetés à l'extérieur mais qui sont d'origine française, et vous allez avoir les 2% de soja qui sont eux importés en France et qui viennent en règle générale d'Amérique du Sud. Ah oui, alors, petite précision, les hormones, les antibiotiques, les farines animales, dans la ration des vaches, c'est pot de balle parce que c'est interdit, donc on n'en met pas. Nada que dalle. Alors je vais commencer par vous expliquer ce que mange une vache laitière française en moyenne, et ensuite je vous expliquerai ce que mange une vache laitière chez moi sur ma ferme. Eh bien oui, parce qu'en fonction d'où vous trouvez en France, vous n'avez pas la même topographie, vous n'êtes pas dans les mêmes régions, vous n'avez pas les mêmes systèmes d'élevage. Voilà, il y a des gens qui ont décidé d'avoir un système plus axé sur le maïs, d'autres plus axé sur l'herbe. Et donc, une vache laitière en France ne mange pas la même chose en fonction de sa situation géographique ou en fonction du système qu'a choisi l'éleveur. Donc ça va être en moyenne 90% de fourrage et 10% de concentré. Le concentré, c'est un aliment qu'on donne en plus des fourrages pour équilibrer la ration, et ça va être principalement des oléoprotéagineux ou des céréales. Alors maintenant, si on rentre dans les détails de la ration d'une vache laitière, on va trouver 24 kg d'herbe. Non, c'est pas cette herbe-là. Et l'herbe, elle va la trouver principalement dans les prairies. Mais on peut aussi lui apporter directement à l'auge. C'est-à-dire qu'on la prend dans le champ, l'herbe, et on lui amène à la vache. L'herbe, on peut aussi l'apporter sous forme de foin, c'est-à-dire de l'herbe séchée. C'est-à-dire qu'on va couper l'herbe dans le champ, là, dans le champ où on était, et puis on va le laisser sur le sol au mois de juin, et une fois qu'elle sera bien sec, on va la mettre dans des grosses bottes de foin comme ça, et ça fait du foin. Ça sent bon le foin. Alors si on continue, une vache va aussi manger en moyenne en France 27 kg de maïs. Et c'est du maïs en silage. Donc j'ai fait une vidéo sur le maïs en silage, donc je vous mets le lien en haut. Voilà, je ne vous explique pas tout le processus, vous allez voir la vidéo. Donc voilà, une vache mange aussi 27 kg en moyenne par jour de maïs en silage. Alors elle mange aussi 1,3 kg d'orge. Non, de céréales, 1,3 kg de céréales. Et ici, c'est de l'orge, mais ça dépend de l'exploitation. Voilà. Elle va aussi manger en moyenne 1,3 kg de soja. Alors le soja, c'est l'aliment qui fait fantasmer tout le monde, mais vous voyez que dans la ration, ça ne représente pas grand chose en fait. Bon, je suis désolé, j'ai pas de soja chez moi. Et 1 kg d'autres tourteaux qui vont être principalement du colza, et ça j'en ai. En fait, on appelle du tourteau, c'est la plante de colza qui a été ramassée, et on l'a pressée pour mettre l'huile d'un côté et garder le reste de l'autre, et ça donne voilà, du tourteau de colza. Hop, je vous montre ça. On ne voit pas grand chose parce qu'il fait sombre ici, mais voilà. Vous avez des granulés de tourteau, c'est du colza. Et par-dessus tout ça, on ajoute une pincée de sel et de minéraux, environ 300 grammes. Alors maintenant que vous avez la composition moyenne d'une ration pour une vache laitière en France, il faut savoir que cette alimentation varie aussi en fonction des saisons. Simplement parce que l'herbe ne pousse pas toute l'année, ça va pousser plutôt au printemps, début été. La pousse de l'herbe quand il fait sec en été ou en hiver, il n'y en a pas. Donc on essaye c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on fait varier l'alimentation des vaches en fonction des saisons en France, voilà, en fonction des saisons et en fonction des régions comme je vous l'ai expliqué. Et puis aussi on essaye de sécuriser la ration, et on la sécurise en amenant du maïs, parce que c'est une plante qu'on peut récolter, qu'on récolte une fois par an et qu'on peut stocker toute l'année. Donc ça nous permet de sécuriser la ration aussi avec le maïs fourragé. Mais en fait également avec tous les fourrages qu'on pourra stocker. Donc aussi bien le foin, de la luzerne, voilà, tous les fourrages qu'on pourra stocker vont permettre de sécuriser la ration tout au long de l'année. Alors chez moi, les vaches laitières mangent 100% français. Par contre, c'est pas elles qui vont aller chercher l'herbe dans les pâtures, c'est moi qui vais leur apporter l'herbe des champs. Je suis dans un système de zéro pâturage, c'est-à-dire que mes animaux vont rester en bâtiment toute l'année. Donc c'est historique, c'est mon grand-père qui avait mis ça en place à l'époque. Mon père a continué de produire de la même façon, et moi quand j'ai repris la ferme, je suis resté en production zéro pâturage, c'est-à-dire que c'est moi qui amène toute l'alimentation
à mes vaches directement à l'auge. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette ration? Eh bien on va y trouver principalement du... Je réexpliquais la ration. Maintenant, aujourd'hui, elles ressortent. Depuis, elles ont sorti la première fois l'année dernière. Là, elles vont ressortir, je pense, demain maintenant. J'ai le temps de faire les Sminaïs. Mais voilà, c'était un gros bouleversement. On pourra en parler, mais sur la ferme, de ressortir des vaches depuis mon grand-père qui les avait rentrées en 76. Et moi qui les ressors aujourd'hui, je peux vous garantir que mon père, lui, qui n'avait jamais sorti des vaches, ça lui a fait drôle quand j'ai dit que j'allais sortir des vaches au pâturage. Donc voilà, c'est des vidéos comme ça que je fais sur ma chaîne YouTube pour voilà, expliquer. Là c'était voilà, ce que mange une vache laitière en France. Il y a une autre vidéo après, mais le début à la limite si tu veux. On va faire vite fait. Salut tout le monde, et bien aujourd'hui vous venez avec moi, comme d'habitude, on va travailler un petit peu, on va nettoyer les logettes et les pailler, et pour ça j'ai besoin de mon outil indispensable qui me facilite la vie chaque fois que je vais faire du ménage avec les vaches ou à la maison, c'est la balayeuse. Bon, je me suis mis à l'abri pour vous présenter la bête parce que bah il pleut dehors, il fait rien. Si je te jure, c'est l'hiver. Alors on est sur un V8 biturbo de 545 chevaux. Ça renvoie du lourd hein, quand même. Si, je te jure. Alors en vrai, marche avant, marche arrière, réglez la vitesse avec la petite molette là, plus moins. Brosse dans un sens, brosse dans l'autre sens. C'est tout con. Mais c'est pratique. Donc, c'est un moteur, on démarre la balayeuse. Quand elle veut démarrer. Quand elle veut démarrer. Fini. Alors maintenant que les logettes sont balayées, donc j'ai nettoyé les logettes, j'utilise un asséchant en fait, c'est une poudre à base d'éléments d'origine marin, d'argile et d'huile essentielle que je mets dans les logettes pour assécher bien le tapis des vaches. Je mettrai la paille par-dessus après et puis comme ça, ça sera impeccable, elles seront nickel. Et une fois que les logettes sont nettoyées, que l'asséchant est mis, je fais passer aussi, je mets en route les rabots, ce qu'on appelle les racleurs, pour enlever toute la merde des vaches, toute la paille souillée, pour la pousser jusqu'au bout, ça ira dans une fumière, et comme ça, le couloir, vous voyez derrière, le couloir, il sera bien propre. Maintenant que le dodo des vaches est bien propre, c'est-à-dire les logettes, en gros leur lit, on va prendre le tracteur qu'il y a derrière avec la pailleuse pour aller mettre de la paille dans les logettes. De près, on y va. Et avant, on va mettre une botte de paille dedans. Et j'ai besoin de ça pour mettre la botte de paille dans la pailleuse. Ouais, si vous voulez voir la suite, je vous invite à vous abonner et à aller voir la chaîne, la vidéo sur YouTube. Je vous montre le paillage des logettes, pourquoi je paille les logettes tous les 2 jours chez moi, pour que les vaches aient toujours de la paille fraîche en fait dans la logette. Donc voilà un peu le genre de vidéo que je fais sur YouTube. Voilà, c'est vraiment c'est montrer le métier, c'est pédagogique. C'est 95% des vidéos, c'est comme ça. Il y a 5% des vidéos qui peuvent être ce qu'on appelle du fact-checking, où si je prends une information qui est fausse ou une vidéo qui est fausse, j'explique pourquoi elle est fausse. Ou parfois des réactions ou des coups de gueule ou des choses comme ça peut aussi m'arriver de faire des vidéos comme ça. Donc, et je me rends compte aussi que ces vidéos-là ont 3 ans et j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. J'ai pris ça a changé. Voilà un petit peu ce que je fais sur les réseaux, montrer le métier, l'expliquer et puis voilà. Merci à tous les deux, c'était super intéressant, on a appris plein de belles choses, donc encore un grand merci à vous deux d'être venus des départements voisins.
et puis à Étienne de vous être libéré entre deux semis de maïs. Je vous propose de poser des questions pour ceux qui en ont dans la salle. La première, c'est toujours la plus dure. Juste devant, ouais. L'accent de la Sarthe est un peu masqué. Ah oui, je parle trop vite. Bonsoir, j'avais une question pour Étienne par rapport à l'organisation de votre quotidien, la présence des réseaux sociaux, vous y êtes de manière permanente. Comment vous organisez votre temps aussi avec votre vie de famille, enfin voilà, comment vous organisez tout ça? Le micro, c'est parfait. Oui, bon, c'est évidemment une question qui revient souvent. En fait, j'ai la chance d'avoir déjà deux retraites qui m'aident beaucoup. Beaucoup de robotique sur la ferme, j'adore ça. Je suis très geek, donc j'adore tout ce qui est robotique, outils connectés, applications, tout ça. Mon père aussi, qui est à la retraite, mais qui est embauché comme aide familiale, donc il travaille aussi encore toujours là. Alors je le force pas, il vient parce qu'il a envie. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas attaché, il n'est pas obligé de le faire. Et j'ai aussi un apprenti. Voilà, j'ai un apprenti aussi qui fait un très bon apprenti, qui fait très bon boulot. Donc ça m'aide aussi beaucoup. Et voilà, et une épouse très compréhensive, qui me soutient beaucoup aussi dans ce que je fais. Donc ça aide aussi énormément. Et puis voilà, j'essaie de m'organiser comme ça. Alors au début c'était un petit peu compliqué parce que pas l'habitude, les réseaux sociaux quand j'ai commencé, tout ça, le temps que ça me prenait et tout. Maintenant, si vous demandez à mon père ce que je suis en train de faire, il va vous dire qu'il a toujours le téléphone dans la main. Donc je passe mes journées avec le téléphone, quasiment mes journées avec le téléphone dans la main. C'est un réflexe, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais ça marche bien comme ça en tout cas pour moi. Donc si je veux dire la ferme tourne bien, je suis pas malheureux, je me plains pas, donc ça veut dire que le boulot est bien fait aussi derrière. Donc voilà un peu l'organisation. Je filme pendant que je travaille. Donc maintenant j'ai pris le réflexe, j'ai toujours la GoPro avec moi quasiment, donc j'ai une GoPro avec un micro dessus, un petit poignet dessus pour la tenir, donc c'est presque devenu assez naturel maintenant de me filmer pendant que je travaille. Donc ça, le montage des vidéos aussi prend un peu de temps, parce que toutes les vidéos, vous voyez, c'est moi qui les fais, je fais tout, je filme et je monte toutes les vidéos, donc ça prend un peu de temps aussi. Comme je suis pas très bien organisé, souvent à la bourre, le montage des vidéos, c'est souvent le samedi soir. Ça me finit tard même pour sortir la vidéo, parce que mes vidéos sortent tous les dimanches matin à 10h30. Voilà, j'ai vraiment quand vous avez une chaîne YouTube, si vous voulez, ça c'est un truc, quand on est sur YouTube qu'on apprend assez vite, si vous voulez fidéliser les gens, il faut sortir la vidéo le même jour à la même heure toujours. Voilà. Et une par semaine, c'est déjà beaucoup, donc ça me suffit largement. Et donc, montage vidéo, à peu près, une vidéo que vous venez de voir là, entre 8 et 10 minutes, on va dire, c'est à peu près 6 heures de montage pour moi. Voilà, parce que je fais beaucoup de coupes, j'incruste beaucoup de choses, comme vous avez vu, les petites vidéos rigolotes, des choses comme ça, j'adore ça. C'est un loisir évidemment, j'adore faire du montage vidéo, c'est vraiment un loisir. Quand on va en vacances avec des potes, c'est moi qui fais la vidéo des vacances. Donc ça me va très très bien. Et donc voilà, je passe en moyenne, je dirais facilement 2 à 3 heures sur les réseaux sociaux par jour. Voilà. Bonsoir. La technologie est la bienvenue en agriculture, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que la technologie va régler tous nos problèmes, c'est-à-dire de souveraineté alimentaire, de pollution, etc. À mon avis, on fait une fausse route, quoi. Ce qu'il faut, c'est mettre les moyens, énormément de moyens dans l'agronomie vivante. Après, je voulais signaler une autre chose, c'est que toute cette technologie crée une dépendance énorme. Alors, une dépendance financière, déjà, parce que ça coûte énormément d'argent. Une autre dépendance, c'est que vous dépendez de votre matériel. Aujourd'hui, vous ne maîtrisez plus rien quand vous êtes en panne.
vous êtes obligé de faire appel au concessionnaire, etc. Donc c'est compliqué, vous êtes en panne au coin de votre champ et là, vous êtes arrêté. Et également une dépendance qui a été signalée par Étienne, c'est que 24 sur 24, vous êtes avec votre téléphone dans la poche et vous avez des alertes toute la journée. Donc on nous fait miroiter un tas de choses, mais c'est pas si simple que ça. Je me suis fait comprendre. Oui, tout à fait, c'est une remarque très pertinente et effectivement on est dans un contexte. Alors nous, dans notre équipe à l'ESA, là, on a commencé à bosser sur le numérique en 2015. On a commencé à faire des événements professionnels autour du numérique et en 2015, les gens qui sont venus dans nos événements, c'était d'un côté des professionnels de l'agriculture qui ne connaissaient rien, qui voulaient découvrir, et d'un autre côté des professionnels du numérique, informaticiens, électroniciens, spécialistes du numérique, qui voulaient développer des marchés en agriculture. Et c'était très net à l'époque. Ça l'est moins aujourd'hui, maintenant vraiment les deux cultures se sont rapprochées, on a des spécialistes du numérique qui travaillent pour des organisations professionnelles agricoles, ce qui change vraiment la donne. Mais dans ce contexte-là, c'est clair qu'au début, c'était quels sont les marchés intéressants à développer en agriculture. Et on est dans un contexte de profusion d'innovation et d'offres, de technologies très diverses. Il y a quelqu'un qui fait un recensement des outils numériques pour l'agriculture. Il a recensé à peu près 1 millier d'offres. Alors ça va être des applications, des outils connectés, des robots, des outils d'aide à la décision, il y en a plein. Donc il y a énormément d'offres. Et c'est pas tellement régulé, pas tellement réglementé. On est plutôt dans un temps où c'est un processus d'innovation très ouvert dont on considère que le marché va régler les bonnes et les mauvaises technologies, celles qui servent, celles qui ne servent pas, celles qui répondent à une demande ou pas. Et donc effectivement, il y a un problème pour... si jamais on considère ces technologies comme des solutions pour répondre à des enjeux bien communs, comme la question de l'environnement, du climat, c'est un problème que ce soit si peu régulé. Et un des problèmes importants qui existent aujourd'hui, c'est qu'on connaît mal, en fait, les effets objectifs de ces outils sur les questions, par exemple, d'environnement. C'est pas tellement mesuré. Alors, on peut estimer des gains de performance environnementale avec des outils, parce que ça, je pense que les constructeurs ou d'autres personnes peuvent faire une gestion de précision des épandages d'azote, pouvait amener des gains en termes d'émissions de gaz à effet de serre en agriculture à l'échelle européenne de l'ordre de 1,5% de réduction des émissions. Si jamais tous les agriculteurs qui mettent de l'azote minéral dans leurs champs s'équipaient d'outils de gestion de précision numérique de l'azote, c'est-à-dire une représentation, une infographie des parcelles qui permettent de mettre de l'azote juste là où il y en a besoin et à une dose ajustée aux besoins de la plante intraparcellaire, et puis des dispositifs qui permettent au tracteur de ne jamais passer 2 fois au même endroit, d'avoir un mouvement de précision dans les champs. Alors ça a été mesuré, estimé, modélisé en fait. Donc potentiellement on peut aboutir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture de 1,5% à l'échelle européenne. Ces effets ils ont été estimés pour la France, et si jamais tous les agriculteurs qui mettent de l'azote minéral utilisaient ces outils bien, on pourrait gagner jusqu'à 6% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est très significatif sur un enjeu comme le climat, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Par contre, ça suppose que tous s'y mettent, tous investissent, effectivement des questions de dépendance avec les équipementiers qui se posent vraiment, et puis que tous utilisent de manière optimale ces outils, ce qui est vraiment loin d'être gagné, et toutes les études sur les usages des outils numériques montrent qu'on a une utilisation sous-optimale, et souvent les outils sont détournés, donc c'est pas une évidence tout ça. Puis l'autre chose qu'il faut effectivement regarder, c'est est-ce que c'est la seule ou la meilleure voie pour réduire l'empreinte carbone de l'agriculture ? Et effectivement, regarder seulement la transformation de l'agriculture par le prisme du numérique, ça fait parfois oublier d'autres solutions. Et donc, en France, on a beaucoup travaillé sur le stockage carbone par les sols en agriculture, notamment sous l'impulsion de Stéphane Le Foll, qui était ministre de l'Agriculture, et qui a dit, voilà, si jamais on augmentait le stockage carbone de 4 pour 1000 dans les sols, on réglerait la question des émissions de gaz à effet de serre nettes de l'agriculture en France. Et donc, l'INRA a vachement bossé sur le sujet et montre qu'en fait, si jamais on mettait en œuvre un certain nombre de mesures, là aussi, il faut que tout le monde s'y mette, plantation de haies, agroforesterie, maintien des prairies un peu plus longtemps, donc des prairies permanentes qu'on fait durer un peu plus,
augmentation de la productivité des prairies permanentes qui sont sous-exploitées, du coup qui ne captent pas bien ce carbone. Donc il y a un certain nombre de pratiques qui améliorent la captation de carbone par le système racinaire des arbres ou par le système racinaire des prairies, en gros. Si tout le monde s'y met, on pourrait réduire l'empreinte nette en fait, de l'agriculture de 40%. Donc c'est vrai que ces deux types de mesures sont en être en parallèle et on se dit peut-être que les outils numériques ne sont pas les mesures les plus efficaces pour gérer l'enjeu climatique, c'est vrai. Peut-être aussi qu'il faut travailler les deux de front. Mais vous avez raison de dire que regarder le développement de l'agriculture seulement à partir de la numérisation et de l'agriculture de précision, en fait, ça a abordé une voie possible pour répondre aux défis qui sont ceux de l'agriculture aujourd'hui, et il y en a d'autres. Et les voies qui ont commencé à être développées à partir des années 90, qui sont basées sur l'agronomie, sur l'agroécologie, où tous ces mouvements-là sont aussi des voies qui continuent d'être travaillées, et heureusement, parce qu'il y a plein d'opportunités et de potentialités importantes avec ça. Et du coup, en fait, pour moi, l'enjeu qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut orienter des investissements et de la recherche autour de formes de numérisation de l'agriculture ou d'équipements qui permettent d'accroître encore l'efficacité de solutions agronomiques ou de solutions fondées sur la nature. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des marchés beaucoup investis par les développeurs de produits numériques. Ça commence. Il commence à y avoir des outils d'aide à la décision qui aident à améliorer encore des processus agronomiques de type agroécologique pour répondre aux enjeux environnementaux. Donc combiner en fait ces deux approches. Je vais juste rajouter rapidement, tu l'as très bien expliqué, que c'est plusieurs solutions en fait. Et que moi perso, le numérique, les robots de traite, j'ai changé de tracteur il y a 15 jours. Juste pour les spécialistes, j'ai eu un nouveau tracteur avec GPS et autoguidage. Donc énormément de numérique aussi dans le tracteur. C'est des outils que moi personnellement, personne ne m'a forcé à acheter. Voilà, j'ai fait mes choix parce que j'estimais que pour moi, ces outils-là, financièrement, techniquement, étaient bons pour mon exploitation. Aujourd'hui, l'exploitation tourne bien, donc je pense que globalement, pour l'instant, jamais à l'abri, mais pour l'instant, j'ai fait les bons choix. Donc ces choix d'outils numériques, moi j'adore travailler avec ça. Il y a les robots de traite, les tracteurs connectés, les GPS, le guidage, les colliers aux vaches. J'ai des colliers sur les vaches qui me disent quand est-ce qu'elles sont en chaleur, si elles ruminent bien, la température et tout. Pour moi, c'est hyper important, parce que ça me permet à faire des meilleurs choix, d'être plus efficace. Et grâce à tout ça, je suis installé depuis 2006, j'ai quasiment divisé par 2 mon utilisation de médicaments pour les animaux. Voilà. Parce que je suis plus réactif, parce que je vois la vache presque quasiment avant qu'elle soit malade, je la détecte avant qu'elle soit malade. Donc tous ces outils-là me permettent d'être plus efficace en fait. Alors, ça c'est un choix perso. S'il y en a qui ne veulent pas du tout de outils pour travailler, je veux dire, ça ne pose aucun souci quoi. Mais encore une fois, j'ai toujours beaucoup de mal avec ce discours de on vous oblige à le faire. Non. Un agriculteur chez lui, personne, on lui oblige à rien du tout. Je vais peut-être mettre directeur à dos, mais on fait ce qu'on veut chez soi. Si j'ai pas envie d'acheter un tracteur GPS, je n'achète pas un tracteur GPS autoguidé. Si j'ai pas envie d'acheter un robot de traite, j'achète une salle de traite. Toutes ces choses-là, on ne me force pas à les acheter. Voilà, c'est vraiment, je vais être bien clair là-dessus, les produits phytosanitaires, les antibiotiques, personne ne me force à en acheter. Si j'en achète, c'est parce que j'estime que j'en ai besoin sur ma ferme. Voilà, c'est juste ça. Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation, c'est passionnant d'entendre des passionnés, donc on peut déjà vous remercier parce que vous nous donnez à manger tous les jours, vous l'avez montré dans les cours, on a besoin d'agriculteurs, donc juste pour commencer on vous dit merci. Je m'appelle Nicolas River, je travaille pour Laval Virtuel et j'anime au quotidien une petite chronique sur France Bleu Mayenne qui s'appelle Connecté. Et j'observe comment dans 24 secteurs d'activité, eh bien, on utilise justement les objets connectés, d'où l'intérêt de ma présence. Je suis venu en courant pour apprendre plein de choses. Alors j'ai 2 questions, parce que donc j'ai une question plus générale sur la propriété des données, parce que là on s'est écrit maîtriser les enjeux de vos data, et donc j'ai une question d'ordre général sur votre avis. Avec l'évolution de toutes ces technologies et de la collecte de ces données,
est-ce qu'elles peuvent être potentiellement, est-ce qu'il peut y avoir un risque qu'elles soient utilisées à mauvais escient contre la cause que vous servez ça c'est ma première question. Et je voudrais juste faire une autre remarque qui est plus un témoignage. Je suis adjoint au maire dans une petite commune de l'Aglo et je suis community manager de la page de la commune. Et je voudrais juste dire que c'est un mouvement qui est né notamment pendant le confinement. On a doublé nos abonnés pendant le confinement puisque personne ne pouvait communiquer et donc on a 2 fois plus d'abonnés sur la page Facebook. Et les meilleurs scores qu'on peut faire, c'est quand on parle des agriculteurs et des éleveurs de nos communes. Donc je continue à vous encourager à le faire. Voilà. Merci. Tu vas pouvoir répondre. Juste vite fait sur le data, les données agricoles. C'est quelque chose, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, et même quand on a commencé l'utilisation des robots de traite, qui est arrivé très vite, parce que je vais le redire, mais on vit vraiment une révolution numérique. Hein. Moi, je suis vraiment la génération qui va vivre cette révolution numérique. Autant mes parents, ils ont commencé un petit peu, autant moi, quand je vois l'explosion que c'est en train de prendre depuis 5 ans, petite dizaine d'années, c'est juste phénoménal. Et toutes ces données-là, moi, il y a un truc que je me suis beaucoup battu au JIA aussi, même si c'était pas dans l'air du temps, on va dire, c'est la propriété des données. Parce que quand vous êtes agriculteur, vous produisez, moi les robots de traite produisent plus de, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est par vache, plus de 1000 données par jour par vache. Température du lait, le temps qu'elle passe dans les robots, l'alimentation qu'elle a eue, la qualité du lait, sa température, sa rumination, enfin, si j'ai une tonne de chiffres, toutes ces données-là que je produis moi sont collectées automatiquement par le contrôle laitier, ce qu'on appelle le contrôle laitier, par mon centre de gestion aussi. Toutes mes données économiques sont collectées par mon centre de gestion, tous mes rendements, tout ce que je fais est collecté par tout le monde, donc tout le monde me dissèque, tout le monde sait exactement ce que je produis, comment je produis, combien je gagne, et notamment, moi c'est là que ça me gênait beaucoup, c'est mes acheteurs. Voilà, donc la laiterie, la coopérative qui m'achète mes céréales, parce que je suis en coopérative pour les céréales. Alors voilà, c'est une coopérative, donc ça me gêne moins. Mais tous ces gens-là connaissent exactement comment moi je fonctionne, et moi je ne connais pas eux comment ils fonctionnent, et ni leur rentabilité, ces choses comme ça. Et c'est là que j'avais beaucoup de mal, moi, c'était pour, quand on va négocier avec ces gens-là, avec les gens qui nous achètent nos produits, je divague un peu du sujet, mais ils nous connaissent parfaitement, et nous on ne les connaît pas, et ça c'est un rapport de force complètement désavantageux pour nous, parce que voilà, toutes ces données-là s'en vont et sont prises par tout le monde, et tout le monde les utilise, et je pense que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce que maintenant aujourd'hui on commence à signer des documents pour qu'on puisse utiliser nos données agricoles. Donc on peut, voilà, c'est devenu, vous savez, quand on va sur internet ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut utiliser vos données? Oui, non. Il y a 10 ans, c'était même pas, il n'y a pas de question, on les prenait et on se servait, quoi. Aujourd'hui on commence à poser la question et à signer des documents pour pouvoir utiliser les données agricoles. Mais c'est encore très léger. Hein. Ah, bon. C'est un gros sujet de travail, mais peut-être qu'on a une spécialiste, juriste, spécialiste de droit agricole dans la salle qui pourra peut-être préciser. Juste, je voulais préciser qu'on a quelque part la chance en agriculture d'avoir énormément de structures qui sont des structures professionnelles, donc pilotées par des agriculteurs. Du coup, cette question de la propriété des données, elle est aussi prise en charge par les organismes de conseil, par les organismes économiques quand ce sont des coopératives, par un certain nombre de structures, notamment de gestion de la santé, etc., qui sont pilotées par des agriculteurs. Et donc c'est sensible. Et ça fait qu'il y a certains développements aussi en termes, je parlais de transparence dans les filières, qui se font lentement parce que ces questions sont au cœur de quelles sont les données qui méritent d'être partagées, c'est-à-dire qui participent à améliorer l'image, la confiance dans les produits agricoles et alimentaires. Qu'est-ce qui ne mérite pas d'être partagé, ou la plus-value a priori ne justifie pas le fait de partager les données. Donc c'est un travail qui est régi par les règles de consentement, hein, bien sûr, et du coup qui fait que ça se négocie. Alors peut-être ça ne s'est pas négocié tout de suite, mais il y a une véritable prise de conscience et beaucoup de travaux sur ces questions-là aujourd'hui dans la profession agricole. Je crois que j'ai pas dit trop de bêtises. La juriste acquiesce. Nous avions fait un colloque à la faculté de droit en fait sur cette question en 2019, parce qu'effectivement des agriculteurs comme Étienne Fourmont nous disaient que deviennent nos données, nos data, et ce que, en fait, vous aviez le sentiment, enfin ce qu'on nous disait, c'est qu'elles leur appartenaient.
Et en réalité, voilà, alors sur le plan du droit, en 2 minutes, même pas, c'était la question de la propriété de la donnée. Et non, en fait, en droit, maintenant, on est plutôt sur la question de l'usage de la donnée. Qui peut l'utiliser? Parce qu'en réalité, la donnée n'a de valeur que lorsqu'elle est agrégée. Donc la propriété par l'agriculteur de ces données n'avait pas tellement de sens. Donc on est plutôt sur un usage, et là on distingue entre les données personnelles et les données non personnelles avec des règlements et la loi informatique et liberté, tout ça. Mais je vous encourage à la lire. Oui, droit rural. Merci. Et c'est passionnant, hein, c'est vrai. Merci. Oui, moi merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Ouais, j'avais une question un peu plus peut-être pour le futur, ou je ne sais pas si vous considérez que c'est aussi dans votre champ, mais on parle aujourd'hui des fermes urbaines et des technologies alors encore plus poussées, où il n'y a plus de champs, il n'y a plus rien, on cultive dans des systèmes avec des lampes UV, voilà, et des robots, et on met ça même dans les fermes, dans des immeubles. Ça, il y a des startups là-dessus. J'aurais bien avoir votre opinion là-dessus, à la fois en tant qu'agriculteur et peut-être vous, en tant que sociologue, comment vous voyez l'évolution de ça? Est-ce que ça deviendra un jour vraiment une réalité très large, que les villes produiront aussi de quoi nourrir leur population? Pour moi, c'est une agriculture. Voilà, c'est une nouvelle agriculture qui arrive. Bien ou pas bien, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais c'est une nouvelle forme d'agriculture. Alors, on nourrira pas tout le monde avec ça, évidemment. Parce que voilà, je crois qu'il y a une grosse start-up qui a fait faillite très récemment de ferme urbaine. Parce que voilà, le modèle est quand même extrêmement cher. Voilà, ça coûte très très cher les fermes urbaines. Pour au final peu de rentabilité et peu de rendement. Enfin, de rendement, je sais pas trop, mais de rentabilité en tout cas, il y en a très très peu. Donc c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que voilà, c'est une agriculture qui commence. Peut-être que ça va se développer, je sais pas. Mais c'est quand même un peu léger pour moi, quoi. En fait, alors à Angers, il y a eu à un moment une vraie mode pour l'agriculture urbaine. D'ailleurs, il y a eu un concours d'architecture organisé par la métropole d'Angers. Et les 2/3 des projets proposaient une forme d'agriculture urbaine ou à minima de végétalisation des propositions architecturales. C'était très surprenant en fait, ces offres d'agriculture urbaine. Sur le plan de l'agriculture et de la production alimentaire, honnêtement, je pense pas qu'il y ait un enjeu fort et une solidité du modèle, dans le sens où le foncier urbain est extrêmement cher et sans commune mesure avec le prix du foncier juste à 10 km ou à 5 km des centres-villes. Donc investir dans des charges de production foncière hyper élevées pour produire quelque chose de juste un tout petit peu près du centre, plus près des consommateurs et du centre urbain, je ne vois pas comment on peut s'en sortir économiquement à terme, sauf à développer d'autres promesses. Alors il y a les steps du lien direct, il y a les steps de la maîtrise en fait de la qualité du produit. Donc la start-up qui a fait faillite, enfin, l'entreprise qui a fait faillite, qui s'appelait Agricool, avait cette promesse-là de dire que, en fait, c'était pas le fait que ce soit urbain qui était vraiment la promesse, c'est plutôt de dire finalement les fraises que je vais produire dans mes conteneurs avec un développement technologique incroyable. Je vais absolument tout maîtriser et donc je vais maximiser la qualité gustative en fonction des demandes des consommateurs et je vais pouvoir produire aussi de manière régulière, etc. Donc il y avait une offre autour du produit qui était assez particulière et puis ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est un modèle, mais je pense qu'il doit encore faire ses preuves, en tout cas dans des contextes français où on n'est quand même pas sur des mégalopoles, où le prix du foncier est très protégé et pas cher, pas très loin des centres-villes finalement. Bonsoir, en effet c'est passionnant, mais quand on voit ce qui se passe en moyenne, c'est que les agrandissements, vous l'avez souligné tout au début, la population, l'agrandissement et la plupart du temps, c'est des céréaliers qui apprennent, qui ne sont pas forcément des locaux, qui viennent de très loin. Et est-ce que ces outils vont pas avoir tendance à être décisifs dans l'orientation du modèle, c'est-à-dire qu'on va aller vers une céréalisation, une bossification, comme on dit en moyenne, tout simplement parce que l'homme a tendance à simplifier le travail, et que peut-être c'est l'endroit, le secteur où ça peut être le plus simplifiable par des outils, on l'a vu avec le robot tout à l'heure, et qu'à la limite, on peut imaginer pour la partie céréale, par exemple,
plus d'agriculteurs, et toutes les machines seront pilotées par GPS depuis des tours de la défense, c'est-à-dire contrôlées par les banques. Et on aura, si, c'est quand même un scénario qui n'est pas totalement à exclure. Après, on voit les impacts aussi que ça pourrait avoir sur l'environnement. Je pense que ça, c'est assez central, qu'il y ait le pouvoir d'orientation du modèle agricole par les outils numériques. Alors, de mon point de vue, c'est très très complexe parce que voilà, il y a le sens, il y a la marge de l'histoire, comme on dit, quoi, où on s'améliore toujours, on est toujours plus performant, on est toujours plus numérique, on va dire. Et il y a ce que le consommateur veut aussi. Retour à la terre, savoir ce qu'il mange, du local, produit par l'agriculteur du coin, donc voilà. Il y a tout ça. Et puis, il y a aussi l'aspect économique derrière tout ça. Voilà, la ferme urbaine, c'est pas terrible, pas terrible au niveau économique. On a la chance en France d'avoir une agriculture familiale. Je pense que ça, il faut vraiment insister là-dessus, c'est qu'en France, on a une agriculture familiale, contrairement à d'autres pays où c'est moins vrai. On a aussi énormément de chance, j'en profite de votre question pour le dire aussi, de pouvoir installer en France des jeunes, et pas des jeunes du monde agricole. Voilà, on est en France le pays qui installe le plus de jeunes hors cadre familial. Parce qu'on a un accès au foncier qui est relativement peu cher, comparé à d'autres pays européens, où en France, aujourd'hui, on va dire que l'hectare, pour faire simple, il va être autour de 8 000 €, on va dire, pour faire même plutôt taper haut. Alors qu'en Allemagne ou en Hollande ou au Danemark, ça va être 70 000, 80 000 € l'hectare. Donc vraiment, on a encore cette chance en France d'avoir une agriculture très familiale où l'humain prend la décision à la fin. On a beaucoup d'outils d'aide, mais c'est quand même l'humain qui prend la décision à la fin. Donc on a besoin des agriculteurs. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, on ne sera pas de plus en plus nombreux d'agriculteurs. Ça, les gens qui vous disent on va créer 400 000 emplois, 5 000 emplois dans l'agriculture, non, faux. Mais bon, c'est très complexe comme question. Il y a le sens de la marche, il y a le sens de l'histoire, et puis il y a ce qu'on veut derrière. Moi, je défends une agriculture familiale française, une agriculture familiale avec une taille encore à peu près humaine. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, 100 vaches laitières, c'est très humain encore. Voilà, c'est un couple, c'est un ou des associés peuvent très bien gérer 100 vaches et 100 hectares, sans problème. Donc, ça dépendra de ce que le consommateur veut. Alors, je partage la difficulté à imaginer l'avenir sur ce plan-là. Alors, j'ai un contre-exemple quelque part qui peut faire réfléchir, c'est les fermes laitières en Grande-Bretagne. Donc, on a une étudiante qui est partie faire un stage de fin d'études là-bas et qui a essayé de regarder comment étaient gérés les grands troupeaux, les grandes fermes laitières de Grande-Bretagne. Et ce qui nous a surpris, en fait, en tout cas à première vue, c'est que plus la ferme était grande, moins elle était robotisée. C'est-à-dire que la robotisation correspondait à des fermes finalement moyennes, en tout cas pour la Grande-Bretagne. Et après, à partir d'une certaine taille, en fait, les exploitations, les très grandes exploitations, géraient des grands collectifs de travail. Et c'est ça qui était, de leur point de vue, le plus efficace. Ça suppose d'autres compétences que peut-être les agriculteurs mériteraient de développer aussi en termes de gestion humaine, d'organisation du travail, etc., ce qui ne sont pas le cœur de métier des agriculteurs souvent, qui travaillent dans les tout petits collectifs de travail en France. Et en Grande-Bretagne, c'était ça la voie qui était privilégiée dans les très grandes structures. Donc c'est pas sûr que ce soit la robotisation qui soit le levier ou le déterminant de cet agrandissement. Il y a d'autres facteurs aussi. Je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande, très rapidement, où j'étais en stage. 1000 vaches laitières. On était, alors entre guillemets, il y avait un tableau de traite classique en fait, mais on était 5 stagiaires. Voilà. Et c'est vrai que, je vais reprendre l'exemple de la ferme de 1000 vaches en France, parce qu'il n'y en avait qu'une et encore elle n'avait pas 1000 vaches. Si je reprends la ferme de 1000 vaches en France, il y avait 25 personnes à temps plein sur la ferme pour 1000 vaches. Moi, 100 vaches, 2 personnes à temps plein. Donc c'est-à-dire que lui faisait travailler beaucoup plus de monde à la vache que moi je fais travailler du monde à la vache. Donc c'est très paradoxal, mais les grosses fermes peuvent faire travailler plus de monde que les petites fermes. Voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, c'est un peu le sens. Les petites fermes font travailler plus de monde que les grandes. Eh ben, en termes d'ouvriers, les grandes fermes font travailler plus de monde. Les grandes fermes font travailler plus de monde que les petites fermes. Parce que moi je suis très automatisé, très robotisé, donc je fais travailler moins de monde à la vache. Si vous prenez au total par vache, si vous dites 2 personnes pour 100 vaches, alors 25 pour 1000,
ils étaient à 2,5 pour 100 vaches, et vous, vous êtes à 2. C'est ça. Super, merci beaucoup. Je vous propose une dernière question. La dernière question avant la fin. On est trop intéressant. Merci. Oui, vous m'entendez? Merci. Valérie Dame, je suis journaliste. J'ai deux questions. Une question qui est presque une remarque, mais je voudrais savoir si vous la partagez. Je suis toujours très étonnée de l'espèce de procès qu'on fait aux agriculteurs quand ils veulent se robotiser, quand il y a de la technicité. Je veux dire, toutes les entreprises sont en train de se numériser dans tous les secteurs. Les usines, l'énergie, les petits commerçants, le boulanger du coin. Mais l'agriculteur, faut qu'il en bave avec ses vaches et tout. C'était pareil, les anciens m'ont raconté avec les pots pour traire. Oh là là, mais vous n'allez pas mettre ces machines-là. Donc, je trouve toujours ce procès qu'on fait avec des risques d'agrandissement, de ceci, de cela, il va y avoir moins de monde. De toute façon, personne ne veut aller bosser en agriculture, donc faut bien. Et puis les agriculteurs me disent, quand je leur dis quoi, il y a des robots, ils me disent bah, on n'a plus nos femmes pour travailler, donc faut bien qu'on ait de la super tech pour remplacer les femmes. Donc je ne sais pas si vous partagez ça. Et puis d'autre part, c'est un lien avec l'attractivité du métier. Moi je le vois dans d'autres milieux professionnels, donc je connais bien l'agriculture, mais que ce soit le transport ou les industries. En fait, les gens ont des images très arriérées de ces métiers-là. En fait, il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup de tech, beaucoup de capteurs. Et les jeunes qui le découvrent, quand ils découvrent ça, ils trouvent ça top, quoi. Donc, ça permet de baisser un peu la tension sur ce métier-là, d'attirer de nouvelles personnes, des jeunes, des moins jeunes, des gens en reconversion, qui découvrent qu'il y a ça et qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le temps des astreintes, que ce soit quand on est sur la route ou avec des animaux, je ne parle pas des céréaliers, il y a quand même moins d'astreintes, ou dans les industries. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, et merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Et un petit mot quand même pour Étienne. Moi, je forme beaucoup d'agriculteurs, les incite à aller sur les réseaux sociaux. Alors maintenant que vous faites tout ça, je parle de vous, mais longtemps après, parce qu'ils me disent non mais c'est dingue, tout ce qu'il fait, il dort pas. Vous le connaissez, alors voilà. Donc je parle de vous, mais pas tout de suite. Merci. Oui, non mais je vais reprendre l'exemple très simple de mon grand-père qui a connu, alors malheureusement qui est plus là aujourd'hui, mais il a connu quand même des retraites, l'arrivée des retraites sur la ferme, et il me disait, Robert, vous êtes quand même beaucoup plus heureux aujourd'hui que moi à mon époque. C'était beaucoup moins dur. C'est beaucoup moins dur aujourd'hui d'agriculteur que lui à son époque. En lait, en exploitation laitière, souvent c'est la femme qui traite et le mari qui est au champ. Malheureusement, les femmes ont aujourd'hui, qui approchent de la traite, les exploitantes agricoles, ont des gros soucis d'épaule, de bras, parce que voilà, elles ont fait la traite et ça leur a bousillé les épaules et les bras, quoi. Et donc, moi, perso, je pense que la technologie nous aide vraiment à être plus heureux, et puis physiquement, à être en meilleure santé, vraiment. Enfin, pour moi, c'est mon avis perso. Parce que je vois ce que mon grand-père disait, ce que mon grand-père vivait. Je les vois aujourd'hui, des grands-oncles qui ont 80 ans, agriculteurs qui sont tout courbés ou qui ont des problèmes de dos. Alors j'espère qu'on ne peut pas connaître ça, mais si je prends l'espérance de vie des agriculteurs aujourd'hui, qui est supérieure à la moyenne française, donc je pense que non, la technologie nous aide à avoir moins de pénibilité au travail. Oui, je partage en tout cas les choix d'équipement des agriculteurs, en particulier des éleveurs, s'orientent vers des outils qui leur simplifient la vie. Alors, on parle souvent des robots de traite, mais un des premiers outils chez les éleveurs, c'est les caméras de surveillance, notamment pour les villages. Ça leur évite de se lever la nuit pour aller dans je parle à quelqu'un qui connaît certainement. Bref, en fait, c'est quand même des outils qui facilitent la vie, d'abord, qui sont choisis. Et en ce sens-là, on peut que apprécier en fait ce type d'évolution. Alors sur l'attractivité des métiers, pour fréquenter pas mal de jeunes quand même dans une école d'agriculture, je dirais que c'est loin d'être homogène. Il y a effectivement des jeunes geeks, et puis il y a aussi des jeunes agronomes vraiment passionnés d'agroécologie plutôt. Donc on a différents rapports aussi dans les jeunes générations au métier, et ça c'est intéressant à préserver certainement. Par contre, ce que ça fait, le numérique, et notamment les vidéos YouTube, c'est qu'on a pas mal de jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui viennent dans des écoles d'agriculture et qui nous disent ce qui est bien, c'est qu'en plus des cours à l'école, on regarde les vidéos d'Étienne, et ça c'est super, comme ça on sait ce que c'est l'agriculture, même si on travaille à l'ESA. Donc en fait, ça participe, sur ce plan-là, ça participe clairement
Alors peut-être pas à l'attractivité du métier, en tout cas, nous, on ne voit pas encore ça. On ne voit pas encore des jeunes qui arrivent à l'école en disant je viens parce que j'ai suivi tels agri-youtubeurs, ça m'a donné envie. Ça, j'ai encore jamais rencontré aucun jeune de ce profil-là. Par contre, des jeunes qui sont intéressés par les métiers de l'agriculture de manière un peu générale, qui finalement font des choix d'orientation pour venir en BTS ou en école d'ingé à l'ESA, et ben, ils vont faire un complément de formation grâce à tous ces contenus vidéo. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est original, c'est que j'ai beaucoup de... j'ai beaucoup de jeunes sous les vidéos qui mettent des commentaires ou qui me disent... Ouais, qui mettent des commentaires en disant grâce à tes vidéos, j'ai envie de faire agriculteur. J'en ai plein des commentaires comme ça. Alors, c'est génial, j'adore. Après, est-ce qu'ils vont au bout de la démarche? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires en me disant oui, on aime bien tes vidéos et on voudrait faire comme toi, on voudrait être agriculteur comme toi parce qu'on a vu tes vidéos et tout. Alors, je vais expliquer que c'est pas non plus toujours facile et tout rose, hein. Mais j'ai beaucoup de jeunes qui me mettent des commentaires comme ça en disant qu'on a vu tes vidéos et on voudrait bien être agriculteur grâce à tes vidéos, quoi.